Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Meilleurs vœux parce que vous n'étiez pas forcément avec nous hier. Bah oui, le premier jour de l'année. En général, c'est un jour où on a un petit peu du mal à se remettre des événements de la nuit. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi. Vous allez voir qu'on a un plateau magnifique aujourd'hui. Nos 4 débatteurs sont en plateau avec nous et un menu très copieux. On va commencer par le secteur automobile qui va pas bien. Ça vous étonne peut-être. Écoutez, en tous les cas, vous pouvez nous appeler toujours au 0826 300 300. Comment relancer le marché automobile français ? 5% de moins de ventes que l'année précédente, avec 1,5 million d'immatriculations en 2025. Quels sont les motifs d'espoir ? Au contraire, sommes-nous résignés alors que BYD, et oui, on l'apprend, on l'a appris il y a quelques heures, devrait devenir le numéro 1 en matière de vente de voitures électriques à la fin de l'année 2026. Autre thème, un nouveau choc administratif en prévision pour les PME où l'on apprend que l'administration française, tenez-vous bien, impose un pas à pas de 158 pages aux PME. Ah bah dis donc, bon courage à ces PME qui veulent importer dans le cadre de la taxe carbone. On est loin de la simplification administrative promise. On vous expliquera tout, on en débattra évidemment avec nos débatteurs. Alors qui est autour de la table ? Eh bien Marine Cazard, chef du pôle jeune à Horizon, bonjour. François Coq, analyste politique, essayiste et enseignant, ancien proche de Jean-Luc Mélenchon. Lucas Planavergne, journaliste au JDD, bonjour Lucas. Et Andrea Cotarac, que les auditeurs connaissent évidemment parfaitement. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Andrea. Et ancien proche de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, on est presque majoritaire. Je sens que ça va être magnifique. Je sens que ça va être magnifique. Le cumul emploi-retraite vit-il sa dernière année ? Alors j'ai été stupéfait. Il serait menacé dès 2027. Mais comment nos politiques peuvent dire à la fois il faut cumuler, il faut continuer de travailler plus longtemps, et puis ce cumul emploi-retraite serait menacé ? Je crois savoir, Marine Cazard, que vous connaissez très très bien le sujet, c'est parfait, on va en parler avec vous. Et puis si vous êtes concerné dans votre propre vie dans le sud de la France, eh bien dans le sud ou pas forcément dans le sud, parce que maintenant Sud Radio on nous écoute à peu près partout grâce au DAB+, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. On reviendra également sur l'abattage du troupeau en Ariège et la dermatose nodulaire. Pourquoi ne pas appliquer systématiquement l'abattage partiel ? Je sais qu'il y a polémique là-dessus. Je sais que c'est ce que demandent les agriculteurs. Je sais que la ministre de l'Agriculture n'est pas du tout d'accord et qu'elle défend sa thèse. Eh bien, on va en parler. Moi, je me dis tout simplement, lorsqu'on écoute les anciens, que quand une bête était malade, on la mettait de côté, il y avait la quarantaine. Est-ce que vous croyez que les anciens géraient moins bien notre agriculture ? Je sais pas, peut-être que, encore une fois, je tombe dans un propos trop facile. Écoutez, vous nous en parlerez. On est là pour vous. Midi, 2 invités, 2 rendez-vous, hausse du malus écologique, l'incendie également mortel à Crans-Montana. On verra comment faire pour éviter que ça se reproduise en France. Et puis midi et demi, ce sera l'heure du grand face-à-face. Le manuel de survie face à l'intelligence artificielle avec Édouard Filias. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Alors on rentre tout de suite dans le débat. Moi, il y a un chiffre qui me paraît éloquent pour la question de la vente des voitures automobiles. C'est 500 000 immatriculations en moins depuis la période d'avant Covid. C'est terrible. Alors, lorsqu'on regarde dans le détail, on se dit, oui, on vend moins de véhicules thermiques, ça veut dire que c'est compensé par l'électrique. En fait, non. N'allez pas croire que l'électrique prend le relais du thermique. Les deux sont en baisse. L'occasion stagne. Alors, pour les constructeurs français, Stellantis a perdu 7%. Renault a progressé d'un petit point. C'est le petit espoir. Qui veut commencer avec cette question toute simple ? Est-ce qu'il faut être très très inquiet pour le secteur automobile parce qu'on voit que les ventes plongent ? Ou bien est-ce que c'est un effet passager ? Marine Cazard. Écoutez, est-ce qu'il faut être très inquiet ? En réalité, je ne crois pas parce que je pense que on pourrait être aussi compétitif que les Chinois si on arrêtait de taxer autant nos entreprises. Ah, je suis heureux de vous l'entendre dire.
parce qu'on a le savoir-faire, on a des entreprises historiques, excellentes. On a un attachement aussi à des marques européennes de la part des consommateurs français. Le problème aujourd'hui, c'est que le prix moyen d'une voiture neuve sur le marché est de 37 000 €. Et c'est grâce à ça que BYD va gagner des parts de marché. Parce qu'en Chine, on taxe pas autant qu'en France, et donc forcément, on arrive à mettre sur le marché européen des voitures beaucoup plus accessibles. Vous parliez de l'électrique également. Je pense qu'il y a aussi un sujet malheureusement de planification. Ces 15 dernières années, on a voulu faire la transition à l'électrique. Et en fait, on voit très bien. On l'a mal faite ? En fait, on la détricote systématiquement. C'est-à-dire qu'on se donne un calendrier avec des objectifs clairs. 3 ans plus tard, on le change. On le modifie à l'échelle européenne, ça ne suit pas au niveau français et inversement. Et par ailleurs, depuis... Le secteur de l'électrique qui est très aidé par des aides gouvernementales. Très aidé, très aidé, mais mauvaise publicité aussi. On en parle beaucoup. À chaque fois qu'on parle du marché automobile français, on tape sur l'électrique alors que ça devrait être une solution d'avenir. On devrait la rendre beaucoup plus accessible et surtout, beaucoup plus de Français seraient enclins à adopter ce nouveau modèle automobile si on en faisait mieux la publicité, je pense. François Coq, ce analyste politique, essayiste et enseignant, mais aussi très, très proche de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, où on défend forcément, j'ai envie de dire, les ouvriers. Ceux qui sont à la tâche. Et là, ces informations-là, elles sont pas très bonnes pour cette partie-là de la population. Ce sont des ouvriers qui espéraient avoir des carnets de commandes pleins. Et malheureusement, on voit que les ventes continuent de baisser. Faut-il être inquiet? C'était votre question. Oui, il faut être inquiet. Le secteur de l'automobile, c'est quand même 400 000 emplois en France. Et si on regarde ce qui se passe, par exemple, chez nos voisins, qui sont les premiers concernés, les Allemands, ils ont détruit sur l'année 2025 10 000 emplois par mois dans l'automobile. Vous entendez? 10 000 emplois par mois dans l'automobile. Donc, il faut être inquiet. Il faut d'autant plus être inquiet que on a laissé partir notre industrie et nos chaînes d'équivalence et nos chaînes d'approvisionnement à volo. Voilà, il ne nous reste plus rien. Le dernier épisode en date, c'est ce qui s'est passé sur les aimants. Vous savez qu'ils sont si nécessaires pour construire des voitures électriques, avec Nexperia, cette entreprise néerlandaise qui avait une succursale chinoise et donc qui a été rachetée par les Chinois. Et puis quand les Américains s'en sont mêlés et qu'ils ont mis la filiale chinoise sur une liste noire, eh bien dans ce cas-là, tous les approvisionnements ont cessé en Europe. Bref, on est dépendant totalement des autres et nous ne sommes pas capables, au stade où nous en sommes aussi, parce que les décisions ne sont pas prises aujourd'hui dans notre pays, de reconstruire une chaîne industrielle. C'est quoi les décisions? Parce que là, moi, je suis curieux de savoir comment on relance. Eh bien, venons-en sur les décisions. Aujourd'hui, on a, si vous me permettez l'expression, le cul entre deux chaises. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé lors du dernier Conseil européen. On va prolonger les véhicules thermiques d'un côté, et de l'autre, on nous dit il faut aller vers l'électrique et on n'aura pas 100% d'électrique. En 2035, on en aura 90%. Les deux sont en crise, vous venez de le dire. Et pourquoi les deux sont en crise? Parce que le thermique, on voit bien que c'est en train de toucher à sa fin, mais l'électrique, excusez-moi, mais ça sert à rien de courir derrière les Chinois aujourd'hui. Ça y est, on a raté le wagon. Vous croyez quoi, les Chinois? La planification, ils l'ont faite il y a 20 ans. Les Chinois, ils ont pris le virage il y a 20 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des ronds de jambes à la Commission européenne à Bruxelles. Donc aujourd'hui, si on veut repositionner l'industrie automobile et si on veut refaire appel au génie français, et dans ce cas-là, il faut aller vers d'autres solutions aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec Marine Cazard qui dit on peut baisser les taxes peut-être? Reconstruisons une filière sur, j'en sais rien moi, les piles à hydrogène, sur... vous dites il faut carrément abandonner alors. Mais c'est-à-dire sur l'électrique, on est dépassé, on a 20 ans de retard, comprenez bien, on va faire du rapiessage aujourd'hui, on va subventionner pour essayer de faire quelque chose sur lequel on ne rattrapera jamais notre retard. Par contre, je crois en notre capacité à être inventif et à prendre le prochain bond technologique qui va se dessiner. Andrea Cottarach, porte-parole du Rassemblement National, on lâche l'affaire? Non, mais d'abord, on dit ça à des gens qui sont potentiellement vos électeurs? On lâche la politique de la Commission européenne. Voilà. Parce qu'en réalité, d'abord, vous dites que à la fois les voitures thermiques et les voitures électriques, l'achat de ces voitures-là sont en baisse. C'est d'abord c'est factuel, c'est sur l'année 2025 et on craint évidemment que ce soit la même chose dans les années futures. Les Français ont une perte de pouvoir d'achat. Après 8 années de macronisme, il y a eu un appauvrissement du peuple français. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Le taux de pauvreté est record dans notre pays depuis 1996. Record. Donc on n'achète pas de voiture quand dans le même temps votre peuple est déclassé et n'a plus les moyens de payer ses factures d'électricité. Un tiers des Français a du mal à payer ses factures d'électricité. On parle de voitures électriques là. Donc c'est logique, c'est cohérent avec les résultats du macronisme. Premier point. Deuxième point, je trouve que ce que vous avez dit là est plutôt cohérent parce que quand l'Union européenne a dit en 2035 on ne produira plus que des voitures électriques,
qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a favorisé l'industrie chinoise, qui était la seule à être en capacité de produire massivement et de nous envoyer des voitures électriques. Car quand vous écoutez le patron de Renault, quand l'Union européenne a pris cette décision-là, il nous dit on n'a pas eu d'étude d'impact, on n'était même pas prévenu. Vous imaginez quand même ? Un patron d'une plus grande industrie européenne n'était même pas informé, n'a pas eu d'étude d'impact, n'a pas eu le temps d'étudier et de créer une stratégie sur une décision aussi importante que celle-ci. Donc c'est l'Union européenne qui est la première fautive dans cette affaire-là. Et deuxièmement, pour faire des voitures électriques, vous avez besoin d'aimants, vous avez besoin de terres rares. Eh bien l'Union européenne interdit l'exploitation de terres rares chez nous. Je prends l'exemple dans ma région, dans l'Allier, vous avez une mine de terres rares, de lithium qui est absolument gigantesque. Qui peut, pardonnez-moi, on sait très bien que les Chinois là-dessus, ils ont la main. Elles sont là-bas. Oui, mais nous on interdit d'exploiter, d'avoir nos propres ressources chez nous. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait des voitures électriques pour l'écologie, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va importer de l'autre bout du monde des terres rares de Chine. Bah oui. Expliquez-moi comment on peut considérer cette politique-là comme écologique. J'ajoute un dernier point. Là où on exploite les terres rares en Chine et notamment en Mongolie, ça s'appelle la vallée du cancer. Vous pensez qu'ils exploitent là-bas leurs mines de manière tout à fait écologique ? Certainement pas. Donc, en résumé, cette politique de l'Union européenne tue l'industrie française, tue nos entreprises, crée des plans de licenciement en France et en Allemagne, vous l'avez dit, Monsieur Koch, et dans le même temps a une politique qui est tout sauf écologique. Donc l'Union européenne doit être là-dessus la principale responsable. Lucas Planavergne, journaliste au JDD, est-ce que ça suffirait d'utiliser peut-être un petit peu les filières de terres rares que nous avons en Europe et auxquelles fait allusion Andrea Cottarach? On sait qu'il y a aussi une perte de pouvoir d'achat qui est très forte. C'est ce que nous disent les professionnels du secteur. Hein. Ils disent, c'est un peu comme dans l'immobilier, en ce moment les Français ils attendent. Et là j'ai envie de dire, c'est la faute au budget. Finalement, en fait, c'est marrant comme les politiques parfois se disent non, mais c'est pas grave, on fait des lois spéciales, on va attendre, il y aura pas trop d'effets. Mais en réalité, on voit tous les jours qu'il y a des effets sur l'économie. Mais je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Andrea, c'est-à-dire que les normes européennes ont fait de la voiture un produit luxe. Non mais là il y a aussi un problème, une question de pouvoir d'achat. En ce moment les gens ils attendent, c'est ce que nous disent les professionnels du secteur. Et ça vaut en particulier pour les voitures électriques qui en France sont encore très chères. Bien sûr. Malgré les capacités qui sont moindres. Hein, parfois on a des voitures électriques qui ont une autonomie de 3-4 heures, c'est pas suffisant pour des personnes qui ont besoin de leur voiture au quotidien. Il y a un sujet également qu'on n'a pas évoqué dans cette baisse du marché automobile en France, c'est la culpabilisation constante qu'on met, qui pèse sur les automobilistes. Je pense au débat sur les ZFE, par exemple, dans une France périphérique, auprès de gens qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école. Donc tout ça crée un contexte où forcément le marché de l'automobile baisse. Après, effectivement, je suis aussi d'accord sur les normes européennes et sur les normes de la Commission européenne. Alors, les normes européennes qui sont peut-être un frein aussi à l'achat et à la bonne santé de l'industrie automobile. On en parle dans une seconde. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Comment sauver le marché de l'automobile en France ? On en débat avec nos invités alors que les chiffres sont mauvais. Stellantis a perdu 7%. Renault, certes, progresse d'un point, mais lorsque l'on regarde sur une période un peu plus longue, eh bien, c'est 500 000 immatriculations de moins qu'avant, que si on compare à l'année qui précède l'année Covid. C'est considérable lorsqu'on sait qu'il y a 1 600 000 immatriculations par an. Donc ça veut dire qu'on a perdu un tiers. C'est considérable. Autour de la table, François Koch, analyste politique et essayiste, Lucas Planavergne, journaliste au JDD, Andrea Cottarach, porte-parole du RN, et Marine Cazard, qui est présidente des Jeunes Horizons et qui est également consultante dans le privé. Juste avant la pause, Lucas Planavergne, vous nous disiez, il y a un problème de stratégie aussi. Un problème de stratégie, on le disait, en fait, c'est un sujet beaucoup plus global qui est celui de la souveraineté industrielle. Il n'y aura pas de relance du marché. Ça fait partie des vœux du président. Absolument, oui. Mais alors comment on fait les années précédentes? C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors ça déjà, fait 9 ans que c'est son. Oui, déjà sur les aides publiques, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, il est possible d'acheter une voiture électrique et on va être subventionné sur l'achat d'une voiture étrangère finalement. Donc là-dessus déjà, il faut une souveraineté. Il faut qu'on aide à acheter des voitures françaises plutôt que d'acheter des voitures étrangères. Ça, c'est un premier point qui peut
aider à relancer notre marché. L'emprise de la Commission, effectivement, on en débattait tout à l'heure, n'aide pas. D'ailleurs, pourquoi elle n'aide pas? C'est un de nos prochains sujets également avec la taxe carbone, mais parce qu'elle incite constamment les constructeurs à mettre plus de taxes, à importer des produits. Donc on ne s'en sortira jamais comme ça. Marine Cazard. Sur la stratégie, moi ce qui m'intéresse, parce que vous disiez tout à l'heure, on pourrait baisser les taxes. On pourrait baisser les taxes. Ça suffirait quand on sait que BYD va être numéro 1 mondial dans un an? Je ne sais pas si ça suffira. En tout cas, c'est sûr qu'il faut prendre ces décisions-là. Déjà parce que les taxes aujourd'hui représentent 20 à 35% du prix de la bagnole. Donc forcément, ça se répercute derrière sur le consommateur. On disait tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est pas d'avoir de subventions. Moi, je pense qu'au contraire, il faut assumer dans nos marchés publics et la redirection de notre argent public vers des secteurs. Ça, c'est un vrai choix. Mais bien ça, sûr, c'est un vrai choix. La question, c'est qui on aide, la perfusion, elle est pour qui en fait? Et dans les années futures, on n'aura pas forcément la capacité d'aider tout le monde et tous les secteurs. Alors, on n'aura pas la capacité d'aider tout le monde, mais si déjà on arrêtait d'envoyer des millions, voire des milliards d'euros à la Silicon Valley, ou de l'autre côté en finançant des voitures électriques chinoises, déjà on serait plus souverain, et surtout l'argent public, l'argent du contribuable français et européen. Je ne sais pas si c'est réaliste ce que vous dites concrètement, c'est-à-dire que... c'est réaliste, sauf qu'on va mettre 4 ans à réviser un règlement européen qui nous permet de faire de la préférence européenne dans nos marchés publics notamment, alors qu'on devrait pouvoir prendre cette décision en quelques minutes. Non, mais très bien. Sur l'intention, tout le monde est d'accord. Tout le monde oui, et le problème, c'est comment vous faites pour interdire une aide sur certaines voitures et pas sur d'autres. C'est pas forcément interdire, c'est assumer que dans nos choix, dans notre consommation, on doit assumer une préférence européenne, une préférence française aussi en fonction des sujets, et de s'assurer que l'argent du contribuable finance vraiment notre industrie. Au Rassemblement national, Andrea Cottarach, vous avez forcément réfléchi à la question de la préférence européenne, faute de préférence française. Comment pourrions-nous faire, là, par exemple? Ce que je vous ai dit, c'est produire nous-mêmes, nous protéger. Non, mais on produit déjà nous-mêmes. Non, on produit nous-mêmes avec des règles qui bénéficient aux entreprises chinoises. Bon, effectivement, on produit chez nous, mais si notre politique, c'est de faire bénéficier ça aux entreprises étrangères, bon, c'est pas mon truc, ni à moi, ni au Rassemblement national. Je vais vous prendre un exemple, parce que vous avez dit quelque chose d'assez juste. Vous avez dit BYD, donc l'entreprise chinoise, commence à être leader d'achat de voitures électriques en Europe. On a oublié de dire qu'ils sont en train de dépasser Tesla, entreprise américaine. Rendez-vous compte le retard qu'on a pris. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas ici de concurrents européens face à eux. Alors qu'on a vu les BYD débarquer il y a quelques mois. Donc c'est-à-dire qu'en un an, ils vont devenir, là on le sait, à la fin de l'année 26, ils seront numéro 1 mondial. Américaine. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. Donc si vous voulez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que regardez ce qui se passe aux États-Unis. Trump arrive au pouvoir et il dit je vais taxer à 100% toute voiture électrique chinoise pour les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il dit on a un bébé à défendre chez nous qui s'appelle Tesla. Bon, nous en Europe, on fait l'exact inverse. Tout ce qui peut créer des obstacles aux entreprises, soit par des normes, soit par des taxes, soit en bénéficiant et en faisant bénéficier l'industrie chinoise, on le fait. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. François Coq, il faut faire ça, il faut sortir le grand tableau là de Donald Trump, et nous aussi, nous Européens, montrer les muscles et dire on va sortir les taxes parce que si on n'est pas respecté quelque part. Bon, d'abord je vous ai dit ce qu'il fallait faire sur le temps long. Oui. Et sur le temps long, il faut réorienter notre industrie automobile, le saut technologique. Et après, comment on gère les choses... Un calcul long et un calcul à moyen terme. Comment on gère les choses dans la période et dans cette phase de transition? D'abord, le marché de l'automobile est aujourd'hui atone en repli, mais en repli chez nous. Et vous aviez raison de dire que ça, c'est lié à la conjoncture économique. C'est parce qu'en France, on a à peine 1% d'augmentation du PIB actuellement, qu'on a un marché aussi atone. Chez nos voisins espagnols, par exemple, eh bien, les ventes de voitures sont reparties très largement à la hausse parce qu'ils sont dans une période de croissance économique. Tout à fait. Donc d'abord, il faut qu'on résolve quand même cette question économique. Le deuxième point, c'est que oui, à un moment donné, il faut assumer le fait qu'il y ait une préférence économique et qu'on ait le choix de se protéger sur les appels de marché public, pas simplement sur des produits européens, mais aussi sur des produits français. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire d'abord parce qu'il y a le carcan de Bruxelles qui nous empêche de tout faire depuis des années et on fait comme si c'était pas le cas. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, elle est à l'agonie,
elle n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On a M. Macron qui va faire du pistolet à bouchon en Chine et leur dire qu'il va remettre, lui, des taxes sur, comme le fait Donald Trump. Je veux bien qu'on essaie de faire comme Donald Trump, mais parce qu'on n'a pas les moyens. Peut-être parce qu'il n'est pas suivi au sein de l'Union européenne. Et parce qu'il n'est pas suivi, parce qu'il y a des intérêts contradictoires. Parce qu'un mois avant M. Macron, qui a été en Chine? Le ministre des Finances allemand qui a été dealé avec les Chinois. Comment ça se passait? Et donc chacun est en train de se tirer son épingle du jeu. Et les seuls qui sont immobiles et qui se sont mis les pieds dans le ciment, c'est nous, Français, parce que M. Macron veut nous faire croire à une prétendue souveraineté européenne qui est une chimère. Sur Sud Radio, vous avez la parole au 0826 300 300 et justement, il y a pas mal d'appels. Julien, vous dites qu'il faut alléger les normes qui nous tuent. Julien, vous nous appelez de Viry-Châtillon. Oui, exactement. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, moi je pense que les voitures sont devenues beaucoup trop chères. On regarde des pays qui ont moins de normes comme l'Inde, par exemple, qui sont capables de sortir des voitures à 8 000 €. Jamais de la vie on verra une voiture, c'est le prix d'un vélo en France. Tellement les normes sont aberrantes ici. Donc je pense qu'aujourd'hui les voitures sont devenues trop chères, ce qui fait qu'on n'a plus les moyens de les changer régulièrement. Et il y a aussi une problématique de pollution. Les gens sont de plus en plus sensibles à la pollution de leurs véhicules. Et je pense qu'un véhicule produit, enfin il a été étudié, c'était un rapport qui a été fait il y a des années de ça, sur la pollution grise, c'est-à-dire la pollution à la fabrication d'une voiture, qui disait qu'une voiture pollue plus pendant sa production que pendant les 10 années d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, changer de voiture tous les 4 ans en disant oui, je suis écologique, c'est une aberration. Et je pense que on est là aujourd'hui, c'est que les gens sont conscients aujourd'hui qu'il y a un problème à la fois sur le prix et à la fois sur la quantité de pollution qui est produite par la production d'une voiture. Merci Julien. On est également avec Jean-Marc qui nous appelle de Bordeaux. Vous considérez que trop d'erreurs stratégiques ont été commises? Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. De toute façon, je ne suis pas un grand économiste, je suis un observateur. Et je pense qu'actuellement, on est en train de vendre un produit sur lequel il n'y a pas de demande. Alors, pour créer la demande, on subventionne. Mais de toute façon, le besoin... J'ai connu une époque où l'industrie automobile tournait toute seule parce que en face, les gens avaient envie de s'offrir un objet qui correspondait à un objet de besoin, de passion, ce qui n'est plus le cas maintenant. On envisage une seule chose, c'est de subventionner un produit pour commercialiser ce produit dont personne n'a envie. Si vous avez un véhicule thermique qui correspond à votre besoin, pourquoi aller investir, prendre un crédit pour acheter une voiture électrique, à moins d'avoir la fibre écolo exacerbée, mais l'économie nous démontre que c'est pas le cas. Merci beaucoup Jean-Marc pour votre témoignage. Marine Cazard, je ne sais pas si c'est vraiment le problème. Je pense qu'aujourd'hui les Français, un certain nombre de Français attendent, on le sait, il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a ce problème de budget, on le voit. Le fait que le pays soit sclérosé, bloqué, figé à cause de cette problématique politique aujourd'hui, et on verra ce qui se passe en ce début d'année, si le budget peut enfin être adopté et voté, mais ça a un impact sur la vie de nos entreprises, et ce sera le mot de la fin sur ce sujet. Oui, peut-être que Jean-Marc aussi fait référence aux citadins, à ceux qui vivent proches des grandes villes. Aujourd'hui, on essaie de passer à une transition plutôt de transport en commun, de faire en sorte qu'on interdise aussi la voiture dans les centres-villes. Donc peut-être qu'il fait référence à cela. De plus en plus de Français, évidemment, ne trouvent plus de besoin et d'intérêt à acheter une voiture. Mais juste sur le mot de la fin pour Jean-Marc, il parlait d'écologie exacerbée en parlant de la voiture électrique. C'est pas vrai. La voiture électrique, aujourd'hui, c'est l'avenir. On en parle depuis tout à l'heure. Soit on a encore un peu d'ambition et d'optimisme et on prend en effet le train en marche et on essaye de relancer notre industrie, mais ça passera que par l'électrique. Soit en effet on se dit que c'est foutu et on réoriente toute notre industrie. Simplement voilà, la voiture électrique c'est pas une obsession d'écologiste. Non, c'est l'avenir, c'est certain. C'est l'avenir, et d'autant plus que maintenant on a des modèles assez extraordinaires qui permettent d'avoir plus d'autonomie que prévu. La Tesla finalement aujourd'hui arrive jusqu'à 220 km. Mais la Tesla est très très chère, donc il va falloir... Bien sûr, bien sûr, mais il faut faire confiance aussi au progrès et s'assurer de prendre le train dans la bonne direction. Peut-être que la solution c'est aussi le panachage, parce que passer du tout électrique, enfin du thermique au tout électrique en si peu de temps et sur le dos des consommateurs, c'est quand même compliqué. On n'était pas censé le faire en si peu de temps, on était censé le faire sur 20 ans, mais en effet on a pris du retard déjà. Donc voilà, et de toute façon on sait que le laps de temps est un peu plus long maintenant, puisque il y a eu un moratoire sur la fin du thermique qui est repoussé, je me souviens plus, mais en tous les cas 90% d'électrique quand même à l'horizon 2035. Voilà, c'est ça qui a été adopté lors du Conseil européen de décembre. Dans une seconde, on parle du nouveau choc
administratif en prévision pour les PME. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai cru tomber de ma chaise. Vous savez, vous êtes à la tête d'une PME, vous voulez acheter de l'acier, par exemple. Eh bien, figurez-vous que vous devez remplir un pas à pas de 158 pages. 158 pages. Alors, quand on est très habitué, qu'on est chef d'entreprise, bon, ça, non, pour certains, ça fait pas peur du tout. Je parle des grosses entreprises. Mais quand on est à la tête d'une petite PME, ça peut vraiment faire très très peur. Et puis surtout, il y a des conséquences. Quelles sont ces conséquences? On en parle dans une seconde. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Beaucoup de débats à venir, plein de thèmes en ce 2 janvier. J'en profite pour à nouveau présenter nos meilleurs vœux à tous les auditeurs. On est avec Marine Cazard, Andrea Cotarache, Lucas Planavergne et François Coq autour de la table. On parlera à nouveau agriculture tout à l'heure. J'en profite pour vous le dire. Hein. Vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, on parle de ces tracas administratifs et de cette information qui est tombée ces dernières heures, qui était un peu passée inaperçue. C'est la question bien d'un pas à pas qu'il faut remplir, qui fait 158 pages dès lors que l'on est patron d'une PME et qu'on souhaite importer de l'acier, de l'aluminium, du ciment, de l'engrais. Eh bien, les entreprises devront déclarer, en fait, c'est lié au carbone, hein, déclarer le contenu carbone des produits qu'elles importent. Et le dispositif est très contraignant. Alors, comment ça marche? Je fais très rapide, mais écoutez bien, ouvrez les oreilles. Eh bien, on s'inscrit d'abord sur un site du gouvernement, diffusion de l'alias fiscal, diffusion du nombre d'employés de son entreprise, prévision d'utilisation du produit, et ensuite, écoutez bien, il va falloir que l'entreprise importatrice demande à son partenaire étranger, donc moi je suis Jean-Paul du côté de Bourges, et j'appelle John aux États-Unis parce que j'ai besoin d'acier, et il va falloir que John me donne les informations sur les données d'émission. Et si elles sont fausses ou incomplètes, ou si John n'a pas du tout envie de me les donner, parce qu'aux États-Unis on est loin de tout ça, eh ben, il y aura une majoration automatique de 30% qui pourra être appliquée. Donc honnêtement, je plains ceux qui travaillent dans ce secteur. Comment aujourd'hui on peut créer ce genre de dispositif? Non mais franchement, je suis naïf. Je sais pas comment ça marche. Vous qui côtoyez des hommes politiques, qui êtes au sein de l'appareil de l'État, dites-moi comment ça marche. Je comprends pas. On peut pas à la fois nous dire à longueur de plateau, on va simplifier les démarches, et avoir ce truc qui arrive en 2026, François Coq. Bon, d'abord, la base, c'est la mise en place, effectivement, vous l'avez dit, au 1er janvier, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui fait que, désormais, et ça, c'est quand même une... Non, mais bien sûr, comme toujours, l'intention au départ est bonne. Parce que ça fait 20 ans quand même qu'aujourd'hui, on produit avec des règles dans le cadre de l'Union européenne, et que c'est pas le cas dans le reste du monde, et que finalement, il y a ceux qui font l'effort d'être vertueux ici, qui sont les plus pénalisés. Donc il faut mettre en place quelque chose. Et je le dis d'autant plus parce que ça va rejoindre un des sujets qu'on va aborder tout à l'heure. Hein. Vous avez fait la liste de ces produits-là qui vont être taxés. Il y a effectivement les engrais dessus, hein, parce que il y a beaucoup de carbone pour produire les engrais. Et donc les agriculteurs vont être impactés par ce dont vous êtes en train de parler actuellement. Donc ça, c'est la mise en place du mécanisme global. Après, c'est comment on fait pour l'amener au plus proche sur le terrain. Et comme toujours, il y a une logique ici, c'est de dire... Vous avez raison, on va créer de la paperasserie et on va demander aux uns et aux autres de remplir le formulaire 18A, alinéa 38. 158 pages. Bon, tout ça ne fonctionne pas, alors que finalement les choses sont assez simples à gérer. Si on veut bien prendre conscience que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont des pays qui veulent se protéger et mettre en place un cadre réglementaire, un protectionnisme aujourd'hui solidaire dans notre pays, un protectionnisme aussi tourné vers la transition écologique, mais que ça se fait d'État à État. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de renvoyer sur le dos des entreprises le fait de traiter ce que nous ne faisons avec pas nous-mêmes. Leur succursales et celles avec lesquelles elles travaillent dans d'autres pays, le fait de gérer le problème par elles-mêmes et de le faire remonter ensuite au niveau de l'État. Ce que je pense, c'est qu'on peut mettre en place ce cadre réglementaire qui est traité directement d'État à État pour le faire redescendre vers les entreprises, ce qui allégerait largement leur fardeau. Les enjeux politiques sont énormes en 26 et en 27. Et autour de la table, on est avec Marine Cazard, présidente des Jeunes Horizons. Est-ce que ça fait partie, vous allez forcément me dire oui, est-ce que ça fait partie des objectifs de votre candidat futur de se dire il faut absolument qu'on arrête avec ces tracas?
Enfin, vous êtes d'accord quand même, 158 pages. Ah oh, non, mais moi je pense qu'il faut juste arrêter d'emmerder les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Et vous le dites très bien, c'est qu'à un moment, on fait tellement peser de charges sur le citoyen lui-même et sur celui qui bosse dans ce pays, soit à travers des taxes, soit à travers de nouvelles normes, soit à travers de nouvelles obligations, comme celle dont vous venez de parler, qu'il faut évidemment faire un choc de simplification. On en parle depuis des années. Malheureusement, mais voilà, c'est ça le problème. On a l'impression d'une rengaine et puis en fait ça arrive après. Donc c'est là où on se dit, moi je veux bien, si vous voulez, ne pas m'énerver pour ce genre de choses, mais honnêtement, je me mets à la place des chefs d'entreprise. C'est comment ça a pu émerger dans la tête de l'administration française. Je pense que le problème aussi, et vous l'avez évoqué en sous-texte, enfin en tout cas je l'ai compris comme ça dans votre question, c'est que malheureusement on a aussi des hommes politiques qui sont jamais passés par le monde de l'entreprise, et donc exactement. Quand ils prennent des décisions à Paris, n'imagine même pas comment ça peut se répercuter dans la vie des gens et dans ceux qui bossent. Donc ça, c'est le sujet. Je pense qu'on a tous dans nos propres partis politiques. Et sur ce point, juste un point de détail qui à mon avis, intéresse beaucoup nos auditeurs. Est-ce que, par exemple, les politiques sont au courant de ce que fait l'administration ? Parce que si ça se trouve, ça c'est pondu par quelqu'un dans un ministère, mais que c'est pas remonté au niveau du ministre. Alors le ministre est de toute façon toujours responsable. Enfin, à un moment donné, il faut se dire les choses. Donc s'il n'est pas au courant, c'est un problème. Et s'il l'est, il faut aussi se poser la question de la méthode. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, parce que vous m'avez questionné aussi sur plutôt mon appartenance à Horizon, en effet, et ce qu'on prépare de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans notre méthode de travail et la façon dont on construit le programme, on bosse justement avec ceux qui sont les premiers concernés. Donc dans le groupe de travail sur notamment l'économie, l'entreprise, la fiscalité, on a des chefs d'entreprise. On a aujourd'hui une patronne qui s'appelle Christelle Morancet, qui est présidente de la région Pays de la Loire, qui connaît le monde de l'entreprise, qui a bossé là-dedans, qui a bossé dans le privé, donc elle sait de quoi elle parle. Et très récemment, Édouard Philippe, et je pense qu'on y reviendra, a proposé un deal fiscal avec les entreprises qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le marché automobile, où il proposait justement de baisser de 5 milliards les impôts de production et en même temps les aides aussi pour simplifier tout ça et faire en sorte que l'argent aille au bon endroit et qu'on réponde à chaque ambition et objectif qui sera donné par sous impulsion de l'État, évidemment. Andrea Cotarache, beaucoup s'interrogent sur ce que pourrait faire le Rassemblement national si il arrivait au pouvoir. Vous qui êtes porte-parole de ce mouvement, j'imagine que ces problématiques de paperasse, ça vous intéresse. Mais concrètement, vous feriez quoi ? Alors d'abord, effectivement, la paperasse, les normes, on se déresponsabilise. Quand je dis on, c'est l'État français et un peu plus haut aussi, parce que vous n'avez pas un ministère, je pense que c'est dans un bureau de la Commission européenne. Alors, c'est pas un ministère. Le ministère, il va exécuter ce que lui a dit un autre fonctionnaire à Bruxelles. Et je vais vous dire... Pardon, mais si vous êtes ministre et qu'il y a une directive qui arrive et qui doit être appliquée, on peut peut-être se poser la question de savoir comment on travaille ensemble, quand même. Il y a le comment on accompagne. Il y a le Conseil de l'Union européenne. François Coq en parlait tout à l'heure. Les Allemands réussissent, au sein de ce Conseil, de défendre les intérêts allemands. Je prends le cas du Mercosur. Madame von der Leyen sait très bien comment elle va favoriser l'exportation de voitures françaises. En face, vous avez Emmanuel Macron qui ne sait pas comment défendre les agriculteurs français qui sont toujours la variable d'ajustement. Donc, il faudrait à un moment donné que le chef d'État français défende les intérêts français. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'acier, vous avez parlé de l'acier, vous avez raison. La taxe carbone en soi, c'est censé favoriser la production locale, c'est censé limiter les effets néfastes du mondialisme, de la mondialisation sauvage qui a détruit tant d'emplois sur le continent européen. C'est une façon d'appliquer la souveraineté européenne dont on parlait à l'instant. Donc on peut pas. Voilà, faut être cohérent. Ça c'est le principe. Ensuite, il y a ce que fait l'Union européenne. L'Union européenne crée des sanctions, des normes sur tout ce qu'elle ne produit pas. C'est quand même dingue. Non mais ce pas à pas, vous pensez qu'il est fait au niveau de l'Europe ou au niveau de notre administration? Au niveau de l'Union européenne. On ne produit plus d'acier, ou très peu dans l'Union européenne, puisqu'on a une concurrence chinoise, indienne, turque, etc. Eh bien, on va sanctionner et rendre les choses plus difficiles pour importer l'acier. On ne produit pas de gaz ou de pétrole, qu'est-ce qu'on fait? On va sanctionner nos chaînes d'approvisionnement. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, on ne veut pas exploiter les terres rares sur notre continent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va favoriser l'industrie chinoise, etc., etc. Il s'agirait à un moment donné de faire une taxe carbone pour favoriser la production locale, la production française notamment, dans tous les domaines, pardon, mais moi dans ma région, vous avez une aciérie, l'aciérie de Bonpertuis, qui est la plus vieille de France. 1434, ça a commencé. 600 ans d'activité industrielle. Eh bien, l'année dernière, elle est en liquidation judiciaire. J'ajoute un dernier point sur l'acier. La guerre en Ukraine
les coûts de l'énergie qui ont explosé ont tué l'industrie de l'acier sur le continent européen. ArcelorMittal a validé un plan social encore il y a quelques semaines qui supprime 600 emplois en France. Donc évidemment l'acier français et européen est en crise. Et pourtant c'est fondamental. L'Union européenne s'est créée là-dessus. François Coq, c'est réaliste? On peut relancer des filières comme ça en France? C'est ce que nous dit Andrea Cotarache. On peut relancer des filières, encore faut-il que la volonté politique et les investissements soient bien positionnés. Admettons qu'on ait la volonté politique, est-ce que c'est possible? Non mais c'est possible, mais juste, je voudrais vous préciser quelque chose. Ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc qui va obliger les entrepreneurs ou les agriculteurs à remplir 158 pages, vous venez de nous le dire. Vous savez ce qu'il va financer? Vous croyez qu'il va permettre de financer la réorientation de la filière automobile en France, par exemple? Non, c'est de l'argent qui va partir directement à Bruxelles. Ça fait partie de ce qui fournit le budget propre de Bruxelles. Autrement dit, on est en train de lever des prélèvements et je vous ai dit que j'étais d'accord sur le fond. Je pense qu'il y a besoin de ces barrières protectionnistes au niveau européen. Mais l'argent va remonter directement à Bruxelles. Ça veut dire que nous n'allons même pas être souverains des choix qui vont être faits. Et les choix qui sont faits au niveau de l'Union européenne ne sont pas les choix qui correspondent actuellement. Je suis désolé de le dire parce que ça m'attriste, moi, en tant que patriote, qui ne sont pas les choix qui sont faits pour servir les intérêts français. Je parle par exemple du dernier Conseil européen qu'on a évoqué 3 fois déjà, où on a bien vu que c'était pas les intérêts de la France qui étaient défendus. Mais concernant les filières, est-ce qu'on pourrait les relancer? Est-ce que ça, je veux dire, non, parce que c'est une question de volonté politique, c'est très bien, mais la volonté politique, faut qu'elle soit suivie des faits et on peut pas à la fois, si vous voulez, dire là autour de la table, très bien, on pourrait relancer des filières, si derrière c'est pas possible. Toutes les filières peuvent être, à mon sens, peut-être pas toutes, mais la plupart des filières peuvent être relancées. Là, on parle d'acier, d'aluminium, de ciment, d'engrais. Mais oui, mais dès lors qu'on s'accorde sur une planification. La planification, il y a 2 choses. Il y a la gestion du temps long. Je vous ai dit comment ça fonctionnait tout à l'heure pour l'automobile, mais ça fonctionne pareil pour l'acier, pour l'aluminium ou pour le reste. Il y a des sauts technologiques à venir, comme dans chaque domaine, dans les années et les décennies à venir. Est-ce qu'on est capable d'être à la pointe, de les anticiper comme on savait le faire il y a encore quelques décennies? Et puis il y a la deuxième partie qui est comment on gère la phase de transition. Vous vouliez intervenir? Non, rapidement, juste pour réagir. En effet, on parle de l'acier. Le fait est qu'aujourd'hui, on arrive quand même à couvrir la grande majorité de notre demande européenne avec ce qu'on est capable de produire en Europe. Et on parlait aussi de relancer, de trouver des moyens de le faire. Vous allez me dire que je suis en train de faire un pas de côté immense, mais l'acier, aujourd'hui, il est plus utilisé dans la construction. Si on veut peut-être accompagner aussi de nouvelles filières, relancer la croissance, la prospérité dans notre pays, favoriser l'accès au logement, à la construction de logements, notamment pour les jeunes, et ça fait partie du paquet du global, des grandes réformes qu'il faudra faire en 2027, le rééquilibrage avoir une vision, c'est intéressant. Mais arrêtez de parler de secteur, mais c'est global. Voilà. On relance le logement, la construction de logement, on relance l'acier nécessairement. Pensez des politiques comme ça, plus larges, de planification. Je pense que c'est ce que les Français veulent. Exactement. Qu'il y ait une vision, que quelqu'un nous porte. On avait quelqu'un hier qui nous disait il n'y a absolument personne dans la classe politique qui nous fait vibrer. Moi, je pense que celui qui fera vibrer, c'est celui qui aura une vision sur les années futures. Parce que si c'est tous les matins on est défaitistes et qui ont dit il y a ça qui se casse la gueule, il y a ça qui se casse la gueule, alors dans ce cas-là, non, mais franchement, c'est terrible. Le rôle d'un politique, c'est de donner de l'espoir aux gens. Et moi, j'accepte pas qu'une femme politique, c'était le cas hier, elle a tout à fait le droit de le penser, mais enfin, elle dit il n'y a personne qui fait rêver. Donc c'est fini, quoi. On n'a qu'à fermer la porte. Non, on ferme pas la porte. Enfin, je veux dire, on est un homme politique, on est une femme politique, on prend les choses à bras-le-corps et on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? C'est ça qui manque à la France. Dans un instant, les coups de cœur, les coups de gueule de François Coq, Lucas Planavergne, Andrea Cotarache et Marine Cazard qui sont autour de moi. Ici, vous êtes sur Sud Radio, vous savez quoi? On est vraiment bien sur Sud Radio. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Le cumul emploi-retraite vit-il sa dernière année? Vous avez bien entendu, vit-il sa dernière année? Vous nous appelez au 0826 300 300, cela fait partie des débats qui arrivent très très vite dans cette matinée d'infos. On parlera également de la roulette russe de la dermatose nodulaire qui a encore frappé et on interrogera la stratégie gouvernementale qui est peut-être en échec. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un troupeau qui était vacciné. Mais tout de suite, les coups de cœur, les coups de gueule de nos intervenants, plateau de qualité aujourd'hui, comme tous les jours évidemment. On est avec Lucas Planavergne, journaliste au JDD. Votre coup de cœur, mon cher Lucas, c'est Brigitte Bardot.
Alors c'est Brigitte Bardot, plus largement c'est Nos Amis les Bêtes. C'est un coup de cœur qui part d'une mauvaise expérience. C'est que l'année s'est terminée sur un malheur pour ma famille et moi. Notre chien Gizmo nous a quittés à la veille du réveillon. Alors il était vieux, vous allez me dire c'est qu'une boule de poil, mais pour nous c'était beaucoup plus que ça. Gizmo, ça a été un compagnon pour moi quand j'étais étudiant. Pendant le confinement, j'ai passé beaucoup de moments avec lui. Et voilà, et effectivement, il est parti la même semaine que Brigitte Bardot. Et je peux m'empêcher d'y voir un petit signe parce que cette grande dame a dédié sa vie à la défense des sans-voix. Et ça m'a toujours beaucoup inspiré. Alors plutôt que de morfondre, j'ai décidé d'utiliser ce coup de gueule pour dire un dernier au revoir à notre Gizmo, pour le remercier d'avoir illuminé nos journées, pour rendre hommage encore une fois au combat pour les animaux de Brigitte Bardot et pour que chacun se rappelle de la magie que Nos Amis les Bêtes peuvent apporter dans nos vies. Et c'est vrai que lorsqu'un animal part, il y a tous les souvenirs qui vont avec. Voilà, c'est un animal, il incarne aussi une partie de notre vie. Non mais ça peut paraître futile pour certains. Et d'ailleurs, je peux faire encore un lien. Je peux faire un lien avec notre prochain sujet sur les agriculteurs, parce qu'on parle de l'abattage. Alors effectivement, c'est une question de travail pour les agriculteurs, mais c'est aussi une question d'attachement aux bêtes. C'est-à-dire que on s'attache aux bêtes au quotidien. Là, on parle d'animal de compagnie, mais pour les vaches, c'est la même chose. On passe à un autre coup de cœur, coup de gueule, on est très très loin évidemment, puisque là c'est 4 sujets, vous allez voir 4 sujets qui n'ont absolument aucun rapport entre eux, mais tant mieux, c'est toute l'idée de ces coups de cœur, coup de gueule avec vous, Andrea Cottarach. Vous souhaitez rendre hommage à ces policiers qui ont dû travailler le 31 au soir. Alors pas que, c'est toutes ces femmes et ces hommes, à la fois fonctionnaires, à la fois bénévoles, qui ont été d'astreinte le 31 décembre. Moi, j'aimerais effectivement leur rendre hommage dans les hôpitaux, les médecins, les aides-soignants, les infirmières, des personnes qui sont mal loties toute l'année et qui en plus sont d'astreinte. Voilà, on est loin des casserolades pendant la pandémie du Covid où on disait qu'il fallait leur rendre hommage. Pourtant, la situation reste très compliquée, très tendue pour toutes ces personnes-là, mais ils sont toujours au rendez-vous. On peut penser aussi aux pompiers qui parfois ont eu des appels dans certains secteurs, mais qui ont reçu des projectiles, des guet-apens. On sait qu'on a eu 1173 véhicules brûlés. On a eu des guet-apens aussi. Pourtant, ces fonctionnaires-là, fatigués, mal payés, eh bien, ont toujours répondu à l'appel, se sont toujours rendus sur tous les secteurs, y compris pendant la Saint-Sylvestre. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a une petite contradiction dans les vœux d'Emmanuel Macron, c'est qu'à la fois, il rend hommage à toutes ces personnes-là, et d'autre part, il nous dit que le budget, c'est très important, mais ce budget, finalement, ne revalorise pas toutes ces personnes qui travaillent jour après jour. La politique, je disais tout à l'heure, c'est des choix. Soit on rajoute 8 milliards d'euros pour Madame van der Leyen et ces politiques absurdes dont on a parlé, soit on peut diminuer ces subventions de l'Union européenne pour revaloriser toutes ces personnes parce qu'elles le méritent. Voilà, donc aujourd'hui, à votre micro, je souhaite rendre hommage à ces personnes-là, mais je pense nécessaire, fondamental de revaloriser ces personnes-là. Voilà. Votre message est passé. François Coq, on va voyager et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé cette semaine sur l'antenne, enfin en tous les cas dans mon émission, sur l'antenne de Sud Radio, mais j'ai été ému moi aussi par ces images qui nous viennent d'Iran. Cette contestation de la vie chère, mais on sait bien que ce qu'il y a derrière, l'enjeu, il est tout autre, il va bien au-delà. On se souvient de ce mouvement des femmes qui date maintenant d'il y a 2 ou 3 ans. 2023. Voilà. Et là, franchement, on se dit, si en 2026, on pouvait connaître ça, cette libération de ce pays et de libérer ce pays, l'Iran, de ce joug des mollahs qui impose l'obscurantisme. J'espère ne pas avoir trop grignoté sur votre coup de cœur, coup de gueule, mais je le partage avant même que vous nous disiez et que vous nous le partagiez, parce que franchement, j'aimerais que toutes ces femmes puissent vivre comme elles ont envie de vivre, c'est tout. Oui, je crois qu'on se retrouve sur
pour saluer le courage, l'abnégation, la résilience du peuple iranien, qui est un grand peuple et qui se dresse une fois de plus depuis dimanche dernier. Hein. C'est une contestation populaire sur la question économique d'abord, sur la question de l'hyperinflation, sur la question de la faiblesse de la monnaie, le rial, mais qui tout de suite vient et se propage sur les questions démocratiques et sur la façon de vivre qui est imposée aujourd'hui par la République islamique en Iran. C'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui en Iran. C'est ça qui était déjà à l'œuvre, vous aviez raison de le souligner, en 2022-2023 après la mort de Mahsa Amini et avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'était déjà ça qui était à l'œuvre en 2019 quand il y avait eu une contestation populaire sur je crois l'augmentation du prix des hydrocarbures et de l'essence dans ce pays. Donc on voit que malgré la chape de plomb quand même qui est posée sur le peuple iranien, eh bien celui-ci a le courage toujours de se dresser, et les mobilisations, quand bien même elles ne sont pas gagnantes la première fois, elles continuent à infuser au sein du peuple. C'est ça que je voudrais dire. La contestation de 2019 a nourri celle de 2022, celle de 2023, qui elle-même nourrit celle qui est là aujourd'hui, et qui permettra, je l'espère, aux Iraniens de retrouver ce goût de la liberté qui leur est autant attaché. Et on sait que ce régime ne tient qu'à un fil, mais il a beau être minoritaire, c'est lui qui tient les rênes de ce pays pour le moment. On a cru à chaque fois que ça allait basculer, que ça allait vaciller, et pourtant, eh bien, ce régime des Mollahs continue de tenir. Lors de votre journal de 10 heures, on évoquait le fait qu'il y avait eu les premiers morts lors de cette contestation qui ont eu lieu hier et avant-hier, parce que le régime durcit, comme il le fait à chaque fois, la répression. Mais quand je parlais de courage tout à l'heure de la part du peuple iranien, c'est que voilà, les Iraniennes et les Iraniens savent à quoi s'attendre quand ils se dressent face au régime, et pourtant ils pensent que c'est une nécessité de continuer à le faire et que l'issue ne passe que par là. Oui, cela fait partie des choses qu'on observe, et on a beaucoup parlé hier vous allez me dire que je fais un grand écart, mais on a beaucoup parlé hier de la question de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, et dans notre réflexion, à un moment donné, on se disait, bah oui, mais les réseaux sociaux, ils nous permettent, et ils permettent aussi à des pays de devenir des pays libres. On a vu les printemps arabes, on a vu ce que ça a donné, et on sait toute l'importance qu'ont joué les réseaux sociaux, qu'ont joué ces images, parce qu'il y a un effet d'entraînement. Donc, les premières décisions du régime, ça avait été en 2019 comme en 2022-2023, de couper les réseaux sociaux. Exactement. Ça incite la communauté internationale à prendre parti également. Et Donald Trump là vient d'annoncer ce matin que les États-Unis viendront au secours aux civils, aux manifestants qui seraient tués par le régime iranien. Donc voilà, on verra si le reste de la communauté internationale va suivre en ce sens. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux ont peut-être aussi un impact sur la décision des grands de ce monde, parce que on y est tous dessus, et donc il y a aussi, vous faites bien de le rappeler, Lucas Planavergne, évidemment la position américaine qu'on va suivre aussi par rapport à l'évolution de la situation en Iran. Marine Kazar, chef du pôle Horizon, chef du pôle jeune, à Horizon, quel est votre coup de cœur ou coup de gueule? J'avais prévu moi aussi de parler des Iraniennes et Iraniens évidemment qui se mobilisent et manifestent ces derniers jours, mais comme ça a été très bien fait, je vais plutôt vous parler d'un livre, d'un roman que j'ai acheté pendant les vacances, qui s'appelle Je voulais vivre, d'Adé Aline de Clermont-Tonnerre, pour ceux qui ont elle a reçu un prix, je crois. Exactement, pour ceux qui ont adoré Les Mousquetaires. Vous découvrez à travers ce magnifique roman le portrait de Milady, qui nous est décrit dans Les Mousquetaires, et qui en fait est une femme assez extraordinaire, avec un parcours à la fois chaotique et assez sublime. Donc pour ceux qui sont friands de bons romans et qui veulent aller un peu plus loin de ce que... Ils veulent s'évader. Et qui veulent s'évader, évidemment, je vous le conseille. Rêver. Et puis un mot pour 2026 aussi, peut-être se dire que on aurait intérêt, je suis venue juste avant les vacances de Noël, on parlait justement des cadeaux qu'on pourrait faire. S'offrir des romans, s'offrir plus de livres, prendre le temps et en effet s'évader, retrouver un peu d'optimisme et d'imagination en cette nouvelle année. Donc je souhaite à tous nos auditeurs de s'évader à travers de beaux romans et de continuer à acheter des livres. Andrea Cottarach, vous souhaitiez réagir peut-être à la question de l'Iran à l'instant, parce que Marine le rappelle, c'est s'évader. Et espérer la liberté sont des choses qui font rêver aujourd'hui des nations entières. Oui, complètement.
dire un mot aussi, puisqu'on a eu effectivement les 6 premiers morts de ces manifestations. Je vais aller très vite, mais quand vous dites que le peuple iranien est un peuple résilient, c'est encore plus que ça, puisque c'est un des 5 plus vieux peuples du monde. Oui. Voilà, donc c'est un peuple qui est intelligent, etc., mais qui a eu des victoires. Je veux dire, sur le voile, personne n'en parle, mais le voile n'est plus obligatoire en Iran. Donc c'est-à-dire que la mort de Masha, ces femmes qui se sont battues jour après jour ont créé des victoires. Et j'ajoute un dernier point, attention aussi à ces régimes qui tombent, puisque l'Iran c'est 100 millions d'habitants à peu près, et qu'on sait que dans d'autres pays où il y a eu les printemps arabes, ça a créé des centaines de milliers de morts derrière, donc soyons prudents aussi. Forcément, ce sont des déséquilibres mondiaux, évidemment. Dans un instant, on parle du cumul emploi-retraite qui vit peut-être sa dernière année, de la roulette russe, de la dermatose nodulaire qui a encore frappé. On sera évidemment avec des agriculteurs, on questionne la stratégie du gouvernement. Tout de suite, les infos. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Figurez-vous que le cumul emploi-retraite pourrait vivre sa dernière année. La retraite, c'est probablement le sujet qui intéresse le plus nos concitoyens. Non, ça vient derrière la sécurité, évidemment. On en a beaucoup parlé également cette semaine. Mais je suis sûr que cette information qui est passée relativement inaperçue, qui faisait partie en réalité des textes de loi qui sont passés en fin d'année, mais par un mécanisme qu'on va expliquer dans une seconde, il serait menacé dès 2027 à cause donc de ces nouvelles directives. Alors vous voulez parler de votre exemple, de votre vie, de la nécessité vitale pour vous de concilier le travail et la retraite. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Autour de la table, on est avec François Coq, Lucas Planavergne, Andrea Cotarach, porte-parole du Rassemblement National, et Marine Cazard, qui est présidente des Jeunes Horizons. Marine, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de retraite. Je pense que les Français n'apprécieraient pas en fait que finalement la partie retraite baisse et qu'elle ne soit pas suffisamment compensée par la partie travail. C'est ça? C'est ce qui va se passer à partir de 67 ans. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on parle d'horizon, on parle des retraites juste parce que Édouard Philippe a eu l'honnêteté de dire qu'il fallait travailler plus longtemps. Mais évidemment, c'est pas pareil. Édouard Philippe, sujet... il avait une proposition de loi qui malheureusement n'a pas pu passer à cause du Covid. Je pense que c'est très dommage parce que ça nous aurait évité beaucoup de choses qui est passé, mais qui a été suspendu par le président de la République. Mais en fait, oui, voilà. L'objectif était à l'époque quand même de rééquilibrer les comptes et de s'assurer que. Alors moi, évidemment, je me suis un peu renseignée sur ce dont on parlait là, parce que ça a été voté plus tôt et c'est passé assez inaperçu. Donc de ce que j'ai compris quand même, c'est que on allait revoir. Alors est-ce que c'est durcir ou c'est justement faire en sorte que tout le monde soit un peu logé à la même enseigne sur le cumul emploi-retraite? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très particulier, il y a quelque chose d'assez contre-intuitif ou de malhonnête, comme d'habitude dans notre système de retraite qui est plein d'ambiguïté, entre l'âge réel de départ à la retraite, celui qui vous permet de débloquer vos droits. Et en fait, l'effet, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir cumuler en réalité les deux, il faut que vous ayez plus de 67 ans pour faire en sorte que ce ne soit pas décoté de votre pension de retraite. À titre personnel, je trouve ça un peu étrange comme système parce qu'on aurait plutôt tendance à vouloir soutenir ceux qui sont jeunes et sur le marché du travail et qui travaillent, et ceux qui veulent bosser et ceux qui surtout qui veulent bosser plus, mais qu'on les laisse faire. En fait, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. C'est pas seulement contre-intuitif, c'est contre-productif. On nous dit au-delà de 60 ans, il faut travailler plus, et on invente un système. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que ça c'est pas très intéressant, parce qu'effectivement c'est bourré de cas particuliers. Mais ce qu'on comprend de cette mesure, c'est qu'à partir d'un certain âge, et je crois que c'est 67 ans, à partir d'un certain âge, en fait, il y aura des cotes. Il y aura des cotes de la partie retraite si on continue de travailler. Alors que l'idée, c'était au contraire, je garde ma retraite et quoi qu'il arrive, puisque je travaille, je gagne un peu plus. Donc, là aussi, je comprends pas bien le sens. Je crois que c'est justement l'inverse. C'est plutôt entre 64 et 67 ans, il y a cette zone étrange où en fait, si vous n'avez pas en fait. C'est très compliqué, mais dans l'idée, moi de ce que j'ai compris, c'est qu'en effet, si vous n'arrivez pas à l'âge où vous débloquez l'ensemble de vos droits et que vous vous arrêtez avant, donc vous n'avez pas votre pension complète, si vous bossez, ça va être déduit de votre pension. Donc en fait, ça ne devient plus intéressant pour un jeune retraité, alors que le jeune retraité doit pouvoir
selon moi, continuer de bosser et continuer à gagner plus s'il le souhaite. Ça sert à rien d'attendre les 67 ans. L'objectif, c'est de le garder sur le marché du travail. On est d'accord sur le fait qu'en tous les cas, il y a un mécanisme qui fait qu'à un moment donné, on baisse la compensation. Et oui, mais c'est contre la volonté finalement affichée par à peu près, qui fait d'ailleurs à peu près consensus, qui est de dire si vous voulez travailler en plus de votre retraite, vous faites un peu plus d'argent. Mais là, finalement, ça va pas être tout à fait le cas et pas pour tout le monde. C'est ça que je veux dire, François Coq. Bon, moi, je vais être un peu le vilain petit canard sur le sujet. J'ai bien vu le mécanisme, qui est un mécanisme qui est basé globalement sur l'âge, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire qu'en dessous de 64 ans, 1 euro gagné sur un nouveau travail vous fait baisser votre pension de 1 euro. De 64 à 67 ans, 1 euro gagné dans votre nouvelle activité vous fait baisser votre pension de 50 centimes d'euros. Et au-delà de 67 ans, tout reste en l'état et vous pouvez cumuler ce que vous voulez. Donc on a un mécanisme qui est basé aujourd'hui exclusivement sur la question de l'âge. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'aujourd'hui, que le cumul entre la pension, les retraites et une activité salariée à côté, il y a deux versants là-dedans. Au départ, ça a été mis en place parce qu'il y avait ceux qui voulaient continuer à travailler par nécessité et par besoin. C'est-à-dire qu'ils avaient des petites pensions et qu'ils avaient besoin de compenser la faiblesse de leur pension pour continuer à vivre un petit peu dignement. Et ça, moi, je trouve ça totalement légitime. Et il faut laisser ces gens-là pouvoir le faire parce qu'ils ont eu le parcours de vie qui a été le leur. Et à côté de ça, il y a de plus en plus de gens qui cumulent aujourd'hui une pension et un travail par confort, pour maintenir un niveau de vie relativement élevé qui leur permet de profiter d'une certaine manière. Et je suis pas sûr que notre intérêt collectif, ça soit de continuer à subventionner ces gens-là, parce que je suis d'accord avec vous, il y a besoin aussi que les jeunes, que la transmission se fasse, et je suis pas sûr que ce mécanisme aide à cette transmission. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est que pour lutter contre, entre guillemets, des retraites riches, oui, on va aussi faire payer des retraites pauvres. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, sont visés, Lucas Planaverne, journaliste au JDD, sont visés aussi des gens qui ont des petites retraites et qui, en fait, ont besoin de cumuler les deux. Alors moi, je suis content que François ait pris cet argumentaire parce que j'allais aller dans le même sens que lui. Moi, je pense qu'après 67 ans, en réalité, c'est mécaniquement, et d'ailleurs, certaines études le prouvent, de fait, des métiers non pénibles et des métiers de cadre, de profession libérale qui continuent de travailler. Parce qu'on va être clair, des ouvriers à 67 ans, s'ils sont encore en vie, ils ne peuvent pas continuer de travailler. Et c'est eux qui en auraient besoin. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Voilà. Mais donc forcément, je pense que c'est un cumul qui favorise les gros retraités. Voilà, et qui en même temps pénalise une nouvelle génération de travailleurs dans des métiers souvent très sélectifs où du coup ça devient difficile pour les jeunes d'entrer sur le marché du travail parce que on a comme on le dit l'ancienne génération qui veulent pas passer la main. Donc moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire François. Je trouve pas la fin de ce mécanisme si honteux que ça. D'accord. Alors justement, on est avec Pascal, qui est directement concerné, qui est en ligne. Pascal, bonjour. Vous êtes retraité. Oui. Combien vous touchez ? 585 €. D'accord. Donc là, 585 €, vous vivez où, Pascal ? Oui. Alors, dans quelle région ? Je suis dans l'Ariège, à Lavelanet. Ah bah, d'accord. Donc, vous vivez petitement et j'imagine que vous avez besoin de faire des petits boulots à côté. Eh ben, je continue à bosser. Je suis auto-entrepreneur. D'accord. Parce que sinon, l'État, si je suis au réel simplifié, on me prend plus de 50% de mon chiffre. Quel âge avez-vous ? C'est pas possible. J'ai fait 65 ans au mois d'octobre. D'accord. Et vous travaillez dans quel secteur quand vous dites que vous êtes auto-entrepreneur ? Je suis dans le multiservice, donc je fais de la plomberie, de la peinture et petit boulot. divers. Ok. Voilà. Et donc votre message, évidemment, c'est de dire laissez-moi travailler, j'imagine. Oui, tout à fait, qu'on nous laisse tranquille. Oui. Parce que ces politiciens qui gagnent des 7 000 €, mais ils sont pas sur le terrain, ils sont à côté de la plaque. Comme le petit monsieur là qui disait, je sais plus lequel, qu'à partir de 67 ans, les gens ne veulent pas laisser la place. Si, moi je veux bien la laisser ma place. Oui, je pense que pour apprendre à un jeune à travailler. Mais qu'on me donne de quoi vivre correctement. Absolument, absolument, c'est le fond du problème. Je pense que ça vous était pas adressé ce que disait Lucas Planaverne. Au contraire, je pense qu'on est absolument d'accord. Je pense que moi, je suis pour que vous, à 67 ans, vous ayez de quoi vivre de votre retraite parce que vous avez travaillé. Et je pense pas que justement l'État doit vous contraindre par nécessité à devoir travailler encore à votre âge parce que vous avez une mauvaise retraite. Donc je pense que absolument, nous sommes d'accord. Pascal ? Oui. Alors,
Vous craignez ce mécanisme, ce dispositif à venir ? Tout à fait. Mon épouse va faire 62 ans. Elle n'a pas ses cotisations trimestrielles. On va être obligé de travailler toujours tous les deux, quoi, si on veut avoir quelque chose de correct. Merci Pascal, c'est ça la réalité de la France aujourd'hui. C'est parfois des cumuls de retraite dans un couple qui sont très très faibles et face à l'augmentation des coûts de la vie. Merci infiniment Pascal, meilleurs vœux, on espère que... Je vous en prie. Juste une chose, et j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, lorsqu'on est conjoint collaborateur, c'est vrai qu'on ne cotise pas, parce qu'on ne peut pas se le permettre, mais pourquoi ça ne rentre pas en compte pour la retraite quand même ? Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que même si on n'a pas cotisé, que ça nous donne un plus pour la retraite. Oui, mais je crois que c'est le cas. Je crois que c'est le cas. À partir du moment où vous travaillez en plus de la retraite, vous continuez de cotiser en réalité. Oui, sauf que moi j'ai pris ma retraite. Du coup, comme je suis auto-entrepreneur, je ne cotise plus pour la retraite. Je comprends. Mais oui, on ne cotise pas quand on est auto-entrepreneur, on ne cotise pas pour la retraite. Qui vous disent. Merci. Alors, je peux comprendre qu'un auto-entrepreneur, on pourrait peut-être donner, je vais dire un chiffre comme ça au hasard, 33% au lieu de donner que 24%. Oui, vous êtes pour un mécanisme. Pour la retraite. Je comprends, puisque c'est le cas pour un certain nombre de Français qui peuvent cumuler la retraite et un emploi et qui continuent, grâce à l'emploi, d'alimenter en réalité les caisses retraite. Merci beaucoup Pascal, et encore une fois meilleurs vœux sur l'antenne de Sud Radio, mais surtout dans votre vie, parce qu'effectivement vivre aujourd'hui avec 585 €, c'est tout petit, et je vois pas comment effectivement vous pouvez vous empêcher de travailler à côté. Andrea Cotarac, quand vous entendez ça, vous vous dites non, il faut. J'imagine que le cumul emploi-retraite, il est impératif, et en tous les cas, c'est pas ces personnes-là qui doivent être visées, évidemment. Oui, j'ai commencé cette émission par l'augmentation du taux de pauvreté dans le pays qui est record. Donc finalement, on termine l'émission par un cas concret, réel, avec un chiffre réel, 584 €, une personne qui est censée être à la retraite, c'est-à-dire au repos, profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, qui n'a pas d'autre choix. Par exemple, vous seriez par exemple au RN d'accord pour un montant minimum à la retraite ? Alors d'abord, on a un premier problème, si je peux me permettre. Je vous en prie. On va parler de zone étrange. La première zone étrange, c'est avant d'arriver à l'âge légal. C'est-à-dire qu'on a un problème en France par rapport à l'Allemagne, par exemple, d'emploi des seniors. Oui. On dit qu'il faut travailler jusqu'à 62, non 64, non 67. Bon, qui démarre en réalité à peu près à 55 ans. En fait, un carreleur n'a plus de genoux à 55 ans, et bien avant. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui est un plâtrier ou qui fait de l'isolation, il n'a plus d'épaule à 42 ans. Donc, on a un problème d'emploi des seniors. Ça, c'est le premier point, c'est avant d'arriver à la retraite. Et deuxièmement, on aurait pu se dire, pendant les 30 Glorieuses, par exemple, ah non, vous n'allez pas cumuler emploi-retraite, parce que la retraite se fait pour se reposer, et parce qu'on a des jeunes générations qui arrivent, des actifs, de nouveaux ouvriers dans le bâtiment, et qu'il faut qu'ils aient leur place, et qu'on ne prenne pas leur place. La réalité aujourd'hui, c'est que le cumul emploi-retraite est par exemple aujourd'hui fondamental face aux déserts médicaux. Les médecins qui pourraient, parce qu'on en manque, être dans l'Allier, dans l'Ariège, on vient d'entendre à l'instant l'auditeur, ou dans des secteurs avec des déserts médicaux absolus, le cumul emploi-retraite chez les médecins paraît essentiel et fondamental. Voilà. On continue d'en débattre sur Sud Radio, à tout de suite. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Les grands débats de Sud Radio, merci de partager ce moment avec nous. On est le 2 janvier, meilleurs vœux à tous les auditeurs de Sud Radio. On était tout à l'heure avec l'un de ces auditeurs qui nous disait gagner 585 €. 585 € pour vivre tous les jours dans l'Ariège, je crois. Il est contraint de travailler. Il a remonté une petite entreprise, il est auto-entrepreneur, il fait de la peinture, il fait de la plomberie. C'est pas un métier facile. C'est pénible aussi de se tordre en quatre sous le plombier, sous le lavabo de madame. Il est obligé de travailler. Et on parle de ce nouveau dispositif que j'ai eu du mal à comprendre, qui consiste à dire en fait que 1 € gagné en plus quand vous êtes à la retraite, on vous grignote une petite partie de votre retraite.
retraite jusqu'aux 67 ans. Et ça n'est qu'à partir des 67 ans qu'un euro gagné, en fait, est vraiment un euro en plus dans votre poche. Grâce à François Coq, je viens de comprendre. Mais je me dis, mais c'est exactement le contraire, en fait, ce qu'il faut faire. C'est quand on est à la retraite au début et qu'on a du mal, eh ben c'est à la limite, s'il faut compenser pour sauver notre budget, j'ai envie de dire c'est exactement le contraire, parce que il faut être incitatif avant 67 ans, et puis tant que physiquement on peut le faire. On sera en ligne avec Marie-Claire qui nous appelle de Bergerac sur ce point, François Coq. Non mais on est totalement sur le dispositif qui est mal calibré, ou qui est, peut-être pire, volontairement mal calibré. Volontairement Alors mal calibré. Ça c'est horrible. Parce que d'abord, il faut revenir à la genèse de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, il n'y a toujours pas de budget dans ce pays. On nous promet une suspension, décalage de la réforme des retraites. Enfin, ce qui est en jeu là, c'est que pour 700 000 personnes qui cumulent leur pension et un travail à côté, 700 000 personnes dans le pays, ça représente une manne de entre 6 et 7 milliards d'euros en termes de pension. De revenus. Et donc, de pension. Okay. Donc l'État veut faire de l'argent là-dessus. C'est quand même ça le fond du problème. Et je dis que la réforme est mal calibrée parce qu'elle se concentre exclusivement sur la question de l'âge et qu'elle fait bénéficier ceux qui ont eu les métiers, je ne vais pas dire les plus faciles, mais les moins contraignant d'un point de vue physique et de la dureté du travail. Elle leur permet, au-delà de 67 ans, de continuer à faire ce que j'ai appelé tout à l'heure, un travail qui leur permet d'augmenter leurs revenus pour le confort, plus que pour le besoin de vivre, ce qui était l'exemple du monsieur qu'on a eu en ligne tout à l'heure. Moi, je vous ai dit que j'étais favorable à ce que, aujourd'hui, d'abord, je serais favorable à ce qu'il y ait des pensions dignes pour tout le monde. Mais comme c'est pas encore le cas aujourd'hui, permettre à celles et ceux qui le peuvent d'essayer un minimum de compenser cela. Ce dispositif ne va pas du tout dans ce sens et il va bénéficier à ceux qui ont déjà les revenus et les pensions les plus aisés pour continuer finalement à s'en faire un peu plus sur le dos des plus fragiles. Non, ça va pas du tout. C'est terrible. 0826 300 300. Vous nous appelez. Justement, on est avec Marie-Claire qui nous appelle de Bergerac. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, moi, je cumule une retraite de 927,06 € avec un emploi d'aide ménagère à domicile. D'accord. Donc, si on me supprime, ça m'intéresse pas, donc j'arrête de bosser. Mais moi, je bosse pas pour le plaisir, je bosse parce que 927 €, je peux pas vivre. Je comprends. Je suis seule, hein. On est tous d'accord. J'ai pas de conjoint. Donc, je paye toutes mes factures seule. Et le petit pécule en plus pour les travaux ménagers, ça vous rapporte combien par mois? En fait, là, j'ai qu'une personne, mais parce que je suis embauchée par le CESU. D'accord. C'est-à-dire que je suis déclarée. Tout à fait. Donc, à partir du moment où c'est déclaré, j'ai des impôts dessus quand j'ai voilà. Oui, il y a au moins CSG, CRDS, oui, absolument. En fait, je comprends pas le but de cette réforme. C'est ça, où ils veulent en venir. On en débat justement là-dessus, peut-être que... Ouais, allez-y. Parce qu'en fait, si moi on me dit, vous pourrez plus... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler au noir. Ah oui, voilà. On est dedans. Non, et voilà, vous êtes un exemple aussi frappant du non-sens de cette réforme, de ce dispositif plus exactement. C'est un dispositif qui est apparent dans le nouveau système de retraite. Marine Cazard, l'exemple est frappant là. C'est-à-dire que dans le cas de Madame, là, elle pourrait avoir, on verra, ça sera en 27, madame. C'est pas pour tout de suite, Marie-Claire. Et puis peut-être que peut-être qu'il y aura des changements d'ici là, j'espère. Marine Cazard, ça veut dire qu'elle va avoir des euros en moins sur sa partie travaillée, sur sa partie retraite. C'est pas logique. C'est tout le sujet. Et en effet, c'est aussi les alertes des syndicats. Je pourrais pas dire que ce sont mes meilleurs amis sur ce sujet. En attendant, c'est vrai qu'ils alertent là-dessus en disant qu'en fait, à un moment, on va se retrouver aussi avec ceux qui ont des petites pensions à estimer que ce n'est presque plus rentable de continuer de travailler, alors que le discours politique pousse les personnes qui le peuvent à continuer de travailler plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pourquoi on se retrouve à faire encore une fois ce petit rafistolage, c'est parce qu'on n'a pas le courage
politique de faire une vraie réforme des retraites. Le système a changé. Notre système aujourd'hui, il est basé sur des réalités de 1945. On est en 2025, 2026 maintenant. On n'a toujours pas réussi à la faire, cette réforme. On n'a toujours pas réussi à la faire. On parle de la baisse de la démographie, on parle de l'équité internationale, on parle de travailler plus longtemps, plus nombreux pour sauver notre système. Le problème, c'est qu'on n'a pas le courage de le faire. Et évidemment, vous en avez parlé en 2027. Il faudra présenter une vraie réforme, j'espère qu'on le fera, parce que les rafistolages comme ceci, à quelques mois d'une présidentielle, alors qu'on devrait avoir un vrai débat dessus national et faire en sorte que chacun accepte de nouvelles conditions, je trouve ça très regrettable. Regrettable, et ça fait vraiment peur aux gens. C'est Frédéric qui nous appelle également, qui est infirmier. Je remercie Marie-Claire. Bonne journée Marie-Claire du côté de Bergerac. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous également êtes concerné par ce dispositif? Oui, moi je suis infirmier à la retraite depuis septembre 2023 et j'ai repris une activité d'infirmier depuis 1 an. D'accord. Et ma question, c'est de savoir, le fait qu'ils nous ponctionnent un peu plus, c'est leur jeu favori, savoir s'ils font ça, comment les services de santé vont fermer. J'ai travaillé l'année dernière dans une clinique psychiatrique, j'ai travaillé de nuit, l'aide-soignante qui était avec moi avait 69 ans, l'infirmière qui nous a fait la relève le matin avait 73 ans. Oui. Et vous avez quel âge, Frédéric ? J'ai 62 ans et demi, j'ai cotisé, je cotise depuis l'âge de 16 ans, j'ai toutes mes annuités. Vous percevez combien de retraite ? Oui. 2380 €. D'accord. Et vous avez besoin de travailler un petit peu plus pour être un peu... je ne vais pas employer le terme confortable, pour respirer un petit peu ? Pour respirer, pour pouvoir faire les travaux dans la maison. Les travaux de toiture sont onéreux. Ma voiture a 17 ans, donc voilà. Et puis, j'ai encore la capacité de travailler. Donc, oui. Vous êtes jeune. On nous demande de travailler jusqu'à 67 ans. Exactement. Mais si on est en retraite avant et qu'on travaille à côté, on nous taxe. Oui. Question subsidiaire. Les politiques cumulent, eux, quand ils sont dans le plein âge du travail. Ils travaillent 9 mois, 1 an, 3 ans, ils touchent une retraite quasiment à taux plein sur tous les postes qu'ils officient. Si vous voyez ce que je veux dire. Si je prends Hollande, Conseil général, retraite du Parti socialiste, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que vous demandez, c'est en tous les cas de pouvoir cumuler, c'est évident. Cumuler sans pénalité, parce que c'est ça la question. On a compris, avec ce mécanisme, qu'il y avait un risque de diminution de la retraite. Voilà, et vous en avez besoin. On en a besoin. On a besoin aussi des anciens infirmiers ou des anciens soignants pour venir travailler parce qu'il n'y a plus personne dans les services. C'est à prendre en compte. Exactement. Moi, si on m'enlève 1 € travailler sur ma retraite, j'arrête de bosser. Évidemment. Et il y aura plus personne pour faire les soins. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes dans un secteur où évidemment on a besoin de cette main d'œuvre, on a besoin de ce savoir-faire, de ce dévouement. Et merci Frédéric. Et juste pour finir, je vous en prie. J'ai travaillé 24-25 décembre, 29, 30, 31, 1er. Donc je n'ai eu aucune fête. Et c'est ça aussi la réalité de ceux qui, comme vous, prêtez main forte, j'ai envie de dire, entre guillemets, aux titulaires. C'est-à-dire qu'en plus, vous devez travailler les jours fériés, les jours de Noël, le jour de l'an, etc. etc. Mais je le fais. J'ai compris. Et merci à vous, parce que on a besoin de gens comme vous, et on aurait besoin que vous ne soyez pas pénalisés dans votre revenu. Merci infiniment, Frédéric, d'être venu témoigner sur l'antenne de Sud Radio. On va rouvrir le débat de la dermatose nodulaire dans un instant, même si Andrea Cottarach veut absolument réagir. Mais j'ai pas réagi une fois à cette question de la retraite. Donc vous savez quoi, vous réagissez tout de suite après ça. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz.
La question de la retraite, c'est vraiment un sujet sensible. On le sait dans notre pays, mais c'est normal. C'est normal. On a travaillé toute sa vie. On a envie, à un moment donné, d'avoir un moment de tranquillité, de profiter des siens, de respirer, de se dire qu'on a beaucoup donné pour le pays et que maintenant on va profiter, on va un peu voyager, on va juste, je sais pas, voir ses enfants, ses petits-enfants, profiter du jardin. Et le problème, c'est que comme ceux qui nous ont appelés jusqu'à présent au standard de Sud Radio 0826 300 300, lorsqu'on gagne 500 et quelques euros. Non, il n'est pas question de voyage. Il n'est pas question de voyage et je ne sais même pas s'il est question du jardin. Il est surtout question de pouvoir travailler. Et on en débat avec nos débatteurs. Le problème, c'est que travailler, si en plus, parce que vous travaillez au-delà d'un certain âge, vous ne pouvez pas cumuler emploi-retraite parce que pendant le même temps, on va vous retirer des euros de la retraite, c'est pas possible. Andrea Cotarac qui est avec nous. Oui, en fait, en écoutant vos intervenants, là, les auditeurs qui ont appelé, je me dis que le problème principal dans ce pays, c'est la justice. Moi, j'arrive plus à comprendre ce 2 poids 2 mesures, parce que en tant que porte-parole du RN, là, pour les débats budgétaires, qu'est-ce qu'on s'est pris dans la figure lorsqu'on a simplement dit les multinationales étrangères devraient payer leurs impôts en France, c'est-à-dire ce qu'elles doivent, pas plus, pas moins. Exemple, McDonald's, 6,1 milliards de chiffre d'affaires dans le pays, paye 0 impôt. Donc ça s'apparente à de la fraude, hein. L'optimisation fiscale à ce stade-là, c'est de la fraude. Et on entend Marie-Claire de Bergerac, qui, elle, gagne 923 €, qui déclare son activité en plus d'aide ménagère, qui sera ponctionnée par les impôts. On a vraiment ici l'exemple type de ce qui se passe dans le pays, le manque de justice. Les gens qui bossent, ceux qui n'ont pas assez pour vivre avec leur pension de retraite, ont le droit d'avoir un peu de dignité, de pouvoir bosser. Et les personnes qui gagnent énormément, qui doivent à l'État français, ne donnent pas. C'est 20 milliards d'euros selon Bercy. Hein. L'optimisation fiscale des multinationales étrangères, McKinsey, McDonald's, c'est 20 milliards d'argent qui devrait être dans les caisses de l'État pour les infirmiers, pour augmenter par exemple les aides-soignants qui sont 10% moins bien payés que le reste de l'OCDE. Bref, une petite justice quoi. J'ai commencé tout à l'heure par mon coup de cœur, c'était rendre hommage, revaloriser tous ces métiers parce qu'ils sont essentiels. Ben non, on laisse McKinsey, vos amis macronistes, piller les caisses de l'État et on ne dit rien. Ben, à un moment donné, il faut de la justice dans le pays. Oui, cette justice sociale dont c'est de cette justice sociale dont vous parlez. C'est surtout de ça dont il s'agit, Lucas Planavergne. Oui, je suis d'accord. Le témoignage de Marie-Claire était assez saisissant et il montrait en réalité le vrai sujet qui est la question des pensions de retraite. C'est-à-dire qu'en fait, elle est contrainte d'aller travailler. Elle l'a dit elle-même, hein, c'est pas un plaisir. Elle reprend pas pour un plaisir. Elle est obligée pour vivre. Non, on parle là de gens qui ont 500 €, 1000 € de retraite. Donc c'est évident qu'ils peuvent pas vivre en fait. Donc il faut qu'ils travaillent. Donc et on le disait, l'absurdité de ce système, c'est que en réalité 1 € en plus de la retraite, ça n'est qu'à partir de 67 ans que vous n'allez pas être pénalisé. Non, mais c'est-à-dire que c'est un deuxième. C'est ça. Mais une mesure mal calibrée comme celle-là, ça va même plus loin. Ça crée du désordre contre-productif. Parce que immédiatement, exactement, parce qu'on est arrivé sur ce qu'a dit Marie-Claire, elle a dit, mais moi si c'est comme ça, je vais travailler au noir. Mais Marie-Claire nous le dit avec ses mots au regard de son expérience. Un certain nombre d'économistes qui se sont penchés sur cette mesure disent, vous voulez faire des économies immédiates parce que vous ne les faites pas actuellement sur la question des retraites avec cette mesure, mais on ne sait pas, on n'est même pas sûr qu'au final la balance sera positive d'un point de vue financier parce que justement l'activité au noir va beaucoup augmenter. Marine Cazard pour Horizon, c'est terrible. On veut faire une retraite, on veut faire une réforme des retraites, on n'y arrive pas et lorsque l'on fait quelque chose, on crée encore plus d'injustice. On dit qu'on veut faire une réforme des retraites, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des politiques qui ont porté des réformes des retraites, notamment une retraite, on en parlait, celle que portait Édouard Philippe en 2019, une retraite universelle à points, idéalement avec une part de capitalisation. Mais enfin, autour de la table, il y a aussi beaucoup de personnes qui font partie de partis politiques qui se sont opposés à cette réforme. Vous faites allusion au Rassemblement national. La suspension de la réforme des retraites qui va nous coûter des centaines de millions d'euros cette année, des milliards l'année prochaine. Ça va évidemment peser sur les actifs, mais aussi sur les retraités, parce que ça va nécessairement augmenter aussi les impôts. Et on se retrouve à faire des dispositifs tels que celui qu'on critique aujourd'hui
aujourd'hui parce qu'on n'est pas capable de faire une vraie réforme pour tout le monde et rééquilibrer aussi. Enfin, là, le dispositif, on parle de justice, il faut aussi parler de vérité aussi. Oui, la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont sont bilan d'Emmanuel Macron aussi. Enfin, je veux dire, vous êtes 5 ans Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je comprends aujourd'hui avant un an avant la présidentielle. Déjà 3 ans, 2017-2020. Vous êtes un véritable soutien. Vous êtes membre de la majorité de Monsieur Lecornu, malgré les dires de Monsieur Édouard Philippe, comme quoi il faudrait voter contre le budget. Vous avez voté pour. Vous avez maintenu ce système UMPS avec Emmanuel Macron. Je comprends qu'Édouard Philippe, c'est pas sa personne que j'attaque, veuille aujourd'hui s'émanciper, croire que c'est le renouveau, comme M. Attal, etc. Pardon, mais pour des millions de Français, pour Marie-Claire ou pour ces gens qui gagnent 500 balles, pardon, mais vous n'êtes pas le renouveau. Voilà, le renouveau aujourd'hui, l'alternative, c'est le RN. Moi, je parle pas de renouveau. Moi, ce que je vous dis là, c'est ce sont les faits. Renouveau, non, mais attendez, vous. Je connais le. Voilà, c'était facile. Maintenant, je vais vous répondre. 2017-2020, Édouard Philippe est Premier ministre, donc déjà c'est 3 ans et pas 5. Ensuite, depuis, Emmanuel Macron a été réélu en 2022 sur en fait, l'absence d'un programme potentiellement, mais enfin bref, en tout cas avec une nouvelle non-majorité à l'Assemblée nationale et une nouvelle composition du gouvernement. Donc en fait, moi je pense qu'on est surtout comptable de 2017 à 2020, période pendant laquelle on a réussi, ou en tout cas Édouard Philippe a réussi à faire en sorte de baisser le déficit sans augmenter pour autant les impôts, relancer l'apprentissage, on est passé de 200 000 apprentis à 1 million. Bref, tout ça pour dire que le programme d'Édouard Philippe. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est déjà pas le programme, ce qui a été fait. Donc c'est important quand même déjà de se rappeler de fait. Et sur la réforme des retraites, on est constant depuis le début. Moi je dis juste que vous parliez tout à l'heure de justice, je pense qu'il faut aussi parler de vérité. La vérité, c'est encore une fois, ça fait des années que on devrait réformer ce système de retraite, que ce n'est pas fait, et c'est pas on veut le réformer, puisqu'à chaque fois il y a des oppositions, et qu'en 2019, Édouard Philippe a été obligé de le passer par 49.3, et c'est ensuite été suspendu. Et aujourd'hui on dit c'est ce qu'il fallait faire. Il faut juste être cohérent. Il y a ce problème-là, mais il y a aussi le problème du rafistolage, parce que là, si on revient au sujet, la réalité c'est le rafistolage. Je veux dire, là, pendant plusieurs mois, pour des raisons de politique politicienne, il a fallu faire remercier les socialistes qui voilà ont passé un accord avec cette suspension de la réforme des retraites. Franchement, le Rassemblement national l'a voté aussi. Non mais peu importe. Je suis l'avocat de personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu là on a suspendu pour des raisons de politique politicienne, et j'ai envie de dire, moi je me mets à la place des auditeurs, j'ai juste envie que ce genre de dispositif là dont on parle ne voit pas le jour, en fait. Ne voit pas le jour. Mais je vais vous dire, je sais pas. Moi je vais vous dire, moi je suis pas au Parlement. Tout le monde est d'accord, mais quand il s'agit de voter, il n'y a plus personne. Non, mais je sais pas, moi je suis pas au Parlement en tous les cas. Moi non plus. Moi non plus. Mais vous ne pouvez pas dire je suis pas au Parlement. Horizon, vous êtes représenté au Parlement quand même. Non, mais c'est simplement le rafistolage dont vous parlez, politicien, c'est diplomate. Et vous avez raison, c'est votre rôle d'animateur. La réalité, c'est que du PS au LR, en passant par Horizon, ils ont la trouille de l'élection. Vous voyez, quand tout à l'heure l'infirmier disait mais ces députés, ces politiciens qui cumulent les retraites, Monsieur Hollande, il est encore député, Monsieur Hollande, Parti socialiste, c'est lui qui soutient Monsieur Lecornu. Ces gens-là ont la trouille des élections. Ils veulent maintenir leurs avantages et leurs privilèges. C'est un fait. On a aujourd'hui un budget Frankenstein. Vous avez Monsieur Faure qui joue les Che Guevara de carnaval, avec Horizon qui joue la respectabilité, en passant par Laurent Wauquiez qui veut parler comme le Rassemblement national. Ça, ce sont les gens qui nous gouvernent. Mais comment voulez-vous qu'on ait un budget cohérent? La réalité, c'est qu'il faut une dissolution, redonner la parole au peuple français. Et quand vous avez vu la polémique de Daniel Vaillant, vous savez, le ministre de l'Intérieur socialiste, qui nous explique, lui, mais alors ça fait 25 ans qu'il a non pas un cumul de retraite, qu'il a les privilèges et les avantages, notamment un chauffeur. Ça fait 25 ans qu'il est plus ministre de l'Intérieur, il a un chauffeur et il dit mais comment je vais faire pour conduire? Vous voyez, on lui a enlevé le chauffeur et il dit mais comment je vais faire pour conduire? Ces gens-là sont en dehors des réalités, il faut renverser la table. Voilà. Et donc si vous avez une majorité, vous faites quoi comme réforme des retraites? Mais nous, expliquez-moi, parce que moi aussi, en tant que jeune actif, parce qu'on parle beaucoup des seniors, on parle très peu des jeunes actifs aussi. Aujourd'hui, dites-moi ce qu'on fait. Attendez, et est-ce que, au pouvoir, parce que là, vous parlez à l'instant de Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, est-ce que Fini les privilèges. Alors, fini les privilèges. Un ministre qui n'est plus ministre depuis 25 ans n'a pas le droit à un chauffeur. C'est pas Marie-Claire qui fait des ménagères. Vous prenez pas à elle de payer des impôts pour que Monsieur Vaillant ait un chauffeur. Et Monsieur Vaillant, il sait peut-être pas qu'il y a des taxis, ça existe, si c'est pas conduire. Il prend le métro quand il est à Paris. Vous prenez réellement cette décision? Mais bien sûr, monsieur. Mais vous arrêtez tous les privilèges? Non, mais alors ça, je le note alors, parce que pour le futur, pour les anciens premiers ministres et les anciens ministres de l'Intérieur. Mais on a voté pour. L'un après l'autre. Andréa Cotarache.
On a voté pour. On a critiqué M. Lecornu lorsqu'il a eu un gouvernement d'un jour, vous voyez, un jour, 24 heures. On lui a dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, c'est quand même pas tolérable que les ministres qui sont restés une nuit et quelques heures ministres puissent bénéficier davantage. Il a répondu à l'appel du Rassemblement national. Il a dit, vous avez parfaitement raison, c'est intenable de tenir des privilèges. Bon, c'est du bon sens, effectivement. C'est pas l'appel du Rassemblement national. C'est du bon sens. Encore faut-il que le Rassemblement national le lui ait dit auparavant. C'est pas Horizon qui le lui a dit. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il faut du bon sens. Vous allez en Suède, les ministres ils prennent le métro. Vous allez en Suisse, puisqu'on parlait beaucoup de la Suisse avec l'incendie de Crans-Montana, vous avez une retenue chez les hommes politiques. Et ça se traduit dans les sondages. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes politiques, comme les journalistes d'ailleurs, sont les professions les plus détestées du pays? Faut peut-être se regarder dans le miroir à un moment donné. Ouais. Il faut peut-être à un moment donné agir. Non, mais ce que je retiens, c'est votre engagement. Ça fait 40 ans. Attendez. Ouais. Ce que je retiens, c'est votre engagement. Marine Cazard l'a soulevé. Mais moi, je l'ai dit sur tous les plateaux. Bien sûr qu'il faut supprimer les privilèges. C'est pas la même phrase que je prends l'engagement. Nous prenons. Si je suis ministre, monsieur, je serais content. Non, mais attendez, vous êtes porte-parole du RN. Moi, je vous l'ai toujours dit. Parlez au nom du Rassemblement national. Moi, je vous l'ai toujours dit. Je veux supprimer ce type de privilèges, comme on a vu avec monsieur Vaillant. Donc, le seul privilège dont il faut faire. Tous les privilèges. Le seul privilège dont il faut faire très attention, c'est en matière de sécurité. Voilà. Pour un ministre de l'Intérieur, pour un Premier ministre. Donc ça veut dire que Daniel Vaillant, qui était ministre de l'Intérieur, lui, peut garder son chauffeur. Excusez-moi, personne ne connaît Daniel Vaillant aujourd'hui. Enfin, pardon de le dire. Non, mais moi, je suis en 89, j'avais 10 ans quand il était ministre. Pardon, personne ne le connaît. Moi, je m'en souviens. Voilà. Mais bien sûr qu'il faut supprimer ce type de privilèges. Bien sûr les privilèges. Sauf la question de la sécurité. Vous avez bien entendu Marine Cazard. Allez, on passe à notre dernier thème. Aujourd'hui, c'est ce que l'on a appris ces dernières heures, un nouveau cas de dermatose nodulaire. C'est vraiment la roulette russe pour les agriculteurs. Ils le disent sur l'antenne de Sud Radio depuis ce matin. La roulette russe a frappé un troupeau vacciné. C'est ça aussi la nouveauté, c'est qu'il est vacciné et en l'occurrence depuis plus de 15 jours. Alors c'est à nouveau le sud-ouest, là où les revenus des agriculteurs, il faut le savoir, sont les plus bas. C'est le sud-ouest donc qui est touché, 113 vaches sacrifiées et qui doivent être abattues par les services vétérinaires ce matin. Moi j'ai deux questions et je commencerai par évidemment la première, comme dirait Coluche. Pourquoi ne pas appliquer l'abattage partiel ? Alors je sais que c'est très contesté, je sais que ça n'est pas l'avis de la ministre de l'Agriculture, je sais ce qu'on va me dire, mais si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, parce que nos anciens, ils ont eu à gérer des virus, des maladies, etc., il y avait une mise en quarantaine systématique en fait. On mettait en quarantaine la bête malade. Et parfois même, dans certains villages, on la tuait et puis on la mangeait aussi. Donc ça ne les empêchait pas, les agriculteurs, voilà. Donc pourquoi il n'y a pas d'abattage partiel? Est-ce qu'il faut remettre en cause la stratégie de la ministre de l'Agriculture? On en débat avec vous. François Coq, une réaction? D'abord, le premier point, c'est qu'il faut bien avoir conscience que tout ça est extrêmement douloureux pour les principaux concernés. Voilà, il faut se représenter ce que ça représente, ce que c'est que d'abattre tout un troupeau et qu'à un moment donné, non seulement son activité professionnelle, mais aussi celle dans laquelle on s'implique, parce que agriculteur, c'est pas un métier comme un autre. Ce que ça représente à un moment donné de perdre tout ce avec quoi on travaille et on vit au quotidien. C'est important d'avoir cette dimension-là, parce que ça ne peut pas être que technique, parce qu'il y a toute une dimension d'affect là-dedans qu'il faut prendre en compte. Et pas seulement de l'affect, c'est-à-dire que le troupeau part, mais un troupeau c'est de l'investissement. J'entendais ce matin un des agriculteurs dire on est allé aussi chercher des races nouvelles, on défend la biodiversité, c'est aussi cette question-là. Et puis il faut des années parfois pour qu'un troupeau donne sa pleine mesure, si je puis dire. C'est pas seulement les années de vie. Et ça sera mon troisième point. Entre les deux, je voudrais quand même intercaler la difficulté qui est la mienne, mais qui est la nôtre, je crois, à tous aujourd'hui, de trouver la bonne réponse entre ce que disent les scientifiques, et vous avez raison de le dire, les scientifiques disent, à un moment donné, oui, il faut un abattage total. Il y a des périmètres de 20, de 50 km qu'il faut mettre en place. Il y a des faux négatifs, je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais c'est celui qu'on a connu à la période du Covid, lorsqu'on teste les bêtes avec la période où le virus se met en place. Là, il y a quand même une zone qui est extrêmement compliquée, où il y a des
réponses scientifiques qui sont assez claires, avec une certaine efficacité si on regarde les pays voisins qui sont apportés. Et puis les retours d'expérience des agriculteurs, vous le dites, depuis des décennies, qui disent non, on peut faire autrement. Ça, c'est très difficile de se prononcer là-dessus. Mais le troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, j'ai commencé par le fait qu'il y avait une empathie nécessaire à avoir. C'est qu'une fois que l'agriculteur a tout perdu, quand son troupeau a été abattu, il y a la question derrière, non seulement des subventions et des aides pour l'aider à reconstituer son troupeau, mais c'est pas qu'une question d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour les agriculteurs à recréer un troupeau, parce que le cheptel derrière n'est pas suffisant, et ils ont du mal à recréer matériellement, concrètement, à retrouver des bêtes, pour se le dire entre nous, pour créer à nouveau le troupeau et leur exploitation. Et là, aujourd'hui, on a la sensation que du côté du ministère, les réponses ne sont pas apportées, qu'il y a un focus qui est fait sur la question scientifique et de l'abattage, et que les autres dimensions ne sont pas assez prises en compte. Et puis la deuxième question, c'est que les agriculteurs avaient raison. Ils ont demandé une vaccination très tôt. Très tôt. Dans l'Ariège, c'était il y a 3 mois. Le préfet et son ministère de tutelle ont dit non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? On en parle dans un instant. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Et l'on reparle de ce virus terrible qui frappe au hasard les troupeaux, et notamment pour le moment dans le sud-ouest. Mais que va-t-il se passer avec la question du réchauffement climatique et des remontées des températures, tout simplement parce que lorsqu'il fait très très froid, ça tue les parasites, ça peut contribuer à diminuer la portée d'un virus, mais lorsqu'il y a lorsque les températures remontent, eh bien c'est l'effet inverse. Et donc on n'en a pas fini avec cette maladie, et c'est la stratégie du gouvernement qui est en question, puisque la deuxième question, je le disais, c'est que les agriculteurs avaient raison. Ils avaient raison de demander une vaccination très tôt et pour tout le monde, et notamment dans l'Ariège. Marine Cazard, quelle est votre réaction face à cela ? On s'est trompé, le gouvernement s'est trompé dans cette stratégie ? En tout cas, ça renvoie le sentiment, à la fois un sentiment d'impuissance et un manque de concertation, de constance. En tout cas, moi aussi, en tant que spectatrice... C'est populo de dire, finalement, les agriculteurs avaient raison contre Paris, mais c'est Paris qui prend les décisions. Bim, donc tant pis pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'impression que les décisions sont prises de façon concertée et collective. C'est ce qui est un peu dramatique d'ailleurs, parce qu'on avait déjà eu, il y a plus de 2 ans, des grosses manifestations à l'automne, pareil, venues d'Occitanie, pour à peu près les mêmes raisons au moment du Mercosur. Là, on se retrouve une nouvelle fois avec des agriculteurs qui font le pied gru sur des ronds-points. Et c'est ce qui a sans doute aidé, en effet, à ralentir le calendrier et à discuter. Mais ça nous donne la sensation aujourd'hui, en début 2026, que ni le gouvernement, ni les agriculteurs ont réussi à trouver un point d'accord sur la méthode et sur ce qu'il fallait faire, ce qui est assez dramatique. Ils ont eu plusieurs semaines pour le faire et on sent bien que c'est mal géré. Je vais vous poser une question à tous les 4. Moi, je suis vraiment... le secteur de l'agriculture, je me dis, c'est pas possible. Ils ont le Mercosur. Ils ont déjà des revenus équivalents à des clopinettes. Des clopinettes, parfois ils n'arrivent même pas à se payer. Enfin, on est... sur des revenus qui sont de l'ordre de 1 000 € par mois. C'est à peu près ça. Je ne parle pas des très très grosses exploitations, évidemment. On est tous d'accord. Je me dis, pourquoi il n'y a pas un grand plan pour sauver l'agriculture ? Pourquoi ça ne fait pas partie ? On parlait tout à l'heure de vision pour un futur président, un futur candidat, une future candidate. Pourquoi il n'y a pas voilà, on prend le parti de défendre l'agriculture, de faire en sorte que il faut les aider. Alors soit c'est de la perfusion, soit c'est un salaire minimum, soit c'est, je ne sais pas, mais on parle là de souveraineté européenne, c'est-à-dire qu'en réalité on a envie de parler de souveraineté française, mais bon, on sait que c'est pas possible, donc on parle de souveraineté européenne. Pourquoi il n'y aurait pas un politique qui aujourd'hui, puisqu'il a besoin de vision sur les années futures, pour rassurer les agriculteurs, mais aussi les Français qui y sont très attachés, de dire, voilà, je prends le parti, moi, ça coûte tant, je l'assume, je veux défendre et protéger les agriculteurs. Lucas Planaverne, pour le JDD. J'ai envie de vous dire que la réponse est dans la question. Pourquoi il n'y a pas ? Parce que la Commission européenne
Voilà, on a parlé du Mercosur parce que la Commission européenne, parce que l'UE empêche à la filière agricole française de prospérer, alors qu'elle devait être... On ne peut pas prendre une disposition pour se protéger, et protéger nos propres agriculteurs. Mais le problème des agriculteurs français, c'est qu'ils ne sont entendus par les politiques que quand ils viennent avec leur tracteur à Paris. Voilà, on recommence l'année là comme elle a terminé, c'est-à-dire qu'il y en a pour certains qui ont passé Noël sur l'autoroute. Ça s'est un petit peu calmé, il y a eu une petite trêve jusqu'à Nouvel An. Donc on voit que le gouvernement avant cela était très prudent. Maintenant ça recommence, il va falloir à nouveau que les agriculteurs se mobilisent massivement pour que la classe politique bouge. Et j'ajouterais qu'il y a un autre problème avec les agriculteurs, c'est que c'est l'un des seuls secteurs en France qui reçoit le soutien de l'ensemble de la classe politique. Et forcément ça interroge parce que derrière il y a peu d'actes concrets. Tout le monde les soutient, mais personne ne fait réellement quelque chose pour eux. François Coq, c'est démago de dire... je veux sauver l'agriculture française, donc je vais faire en sorte, je sais pas moi par exemple, qu'il y ait un salaire minimum, qu'on crée quelque chose pour soutenir et aider toutes nos filières, parce que faut-il le rappeler, nous sommes autosuffisants en France. À part le riz, si on regarde toutes les filières, on pourrait être autosuffisant, c'est pas le cas. Mais on pourrait être autosuffisant, donc ça devrait rejoindre aussi la question de l'écologie, parce que être autosuffisant, ça veut dire bloquer les désimportations, bloquer des exportations. C'est aussi stupide d'envoyer du porc en Chine que d'acheter des poulets du Brésil. François Coq. En tout cas, là où vous avez raison, c'est quand vous dites que pour 2027, les Français attendent je parle de 2027, parce que le président de la République nous a expliqué qu'il n'y aurait plus de temps politique utile. On va dans le temps politique inutile jusqu'à 2027 maintenant. Mais qu'en 2027, les Français attendent qu'il y ait un futur président ou une future présidente qui, à un moment donné, ait une vision et dise ce qu'il convient de faire et prennent des engagements qui vont être des engagements radicaux de rupture. Il y aura nécessairement besoin de ça. Ça sera vrai dans le domaine de l'agriculture. Ils demandent ça, ils disent il y en a marre des gens qui vont gérer l'existant. L'existant, ça vient d'être dit. C'est aussi, encore à nouveau, excusez-moi d'y revenir, la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de discuter, et ce sera l'objet des travaux de la Commission européenne et du Conseil européen pendant l'année 2026, le futur budget pluriannuel, on appelle ça, de 2028 à 2034. Mais là-dedans, il y a quoi ? Il y a la PAC. Et la PAC, excusez-moi de vous dire, mais... en l'état où nous en sommes, des travaux qui sont ceux qui sont actuellement menés, eh bien, elle ne va pas permettre d'être réorientée et d'être augmentée au service de nos agriculteurs et au service de la souveraineté alimentaire, mais elle va servir une fois encore à fournir et à augmenter le magot des grosses exploitations industrielles qui ne sont pas tournées vers les besoins des Français et de notre peuple. Andrea Cottarach. Oui, vous avez raison. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Vous avez dit que la réponse était dans la question. Moi, je vous dirais que la réponse est vite répondue, comme on dit. C'est-à-dire que la France est autosuffisante. Oui, c'est favorable au niveau du localisme. Oui, pour abaisser les chaînes d'approvisionnement, pour avoir moins de CO2, etc. La réalité, c'est que face à nous, à l'Union européenne et au sein des gouvernements, on n'a pas des adversaires politiques, on a des idéologues. Voilà, c'est Emmanuel Macron à la tête de l'Union européenne qui a insisté pour signer le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de logique, d'écologique à importer un mouton qui est à 18 000 km de chez nous ? Aucun. C'est lui qui l'a fait. Résultat, la filière des ovins, qui est d'ailleurs, c'était les éleveurs qui avaient le moins de revenus, les plus pauvres, c'est fini. On a la filière des bovins, indépendamment de la DNC. Mercosur, ils vont payer très cher. C'est-à-dire que moi, j'avais face à moi, quand je travaillais au Parlement européen, un Roumain de droite, PPE, qui était responsable du traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et je lui ai dit, mais cher monsieur, il était parfaitement agréable, etc. La filière des ovins va mourir si vous faites le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il m'a dit oui. Et oui, tout à fait. Il l'assumait. Tout à fait, mais d'autres emplois seront créés. Vous savez, c'est un peu Schumpeter, destruction créatrice. Le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'on voit ce qu'ils détruisent, on ne sait pas ce qu'ils construisent comme emploi. Donc, c'est toujours la même chose. Et j'ajoute un dernier point, ne soyons pas aussi sûrs de nous. La balance commerciale française, qui était quelque chose d'imprenable depuis des décennies, va probablement être déficitaire l'année prochaine. Et juste sur l'autosuffisance, et je vous laisse la parole, chère Marine, c'est que on a tout l'appareil de transformation qu'il faut développer dans le pays. Je vous prends un exemple très simple. On envoie des céréales aux Italiens, qui sont très bonnes, etc. Ils en font des pâtes. Ils nous le renvoient avec une marge énorme, parce qu'on ne sait pas faire de pâtes. On a peu d'abattoirs dans le pays. On n'a pas la question des abattoirs mobiles. Bref, on a tout un pan entier sur lequel il faut se pencher. Rapidement, Marine Cazard, est-ce que ce serait envisageable ? C'est une idée, je sais, qui n'est pas forcément compatible avec les idées de votre champion, Édouard Philippe, mais est-ce qu'on peut imaginer dire
je fais de l'agriculture une grande cause nationale, je les soutiens, j'instaure par exemple un salaire minimum pour éviter des drames. Est-ce que ça se passe par le salaire minimum? Je ne crois pas en l'état, mais... Ou un autre dispositif, j'en sais rien. Non, mais là où je rejoins, c'est qu'en effet, en 2027, vous parliez de radicalité, de choc et de changement de méthode. C'est sûr que quand on présentera un grand plan pour l'agriculture française, derrière, il faudra se poser la question des moyens, et évidemment, les contraintes qui nous sont imposées par l'Union européenne devront être posées. Oui. Et donc, ce sera sans doute un des sujets qu'il faudra lever. Il faut aussi les combattre. Et la question, c'est aussi quel est notre projet, parce que derrière, il y a aussi toute la question, et ça, c'est les jeunes agriculteurs qui le réclament notamment, c'est toute la question de la transmission. On oppose aujourd'hui les petites exploitations et les grandes exploitations. Le problème, c'est ce que vous disiez aussi, supprimer nos petites exploitations, c'est derrière dévitaliser encore plus nos territoires, et c'est à contre-courant de ce qu'on veut faire. Merci infiniment tous les quatre d'avoir partagé l'antenne de Sud Radio avec moi ce matin. L'info continue dans la prochaine heure. On est avec le porte-parole de Mobilité Club de France. Il se passe beaucoup de choses sur la route. Il y a beaucoup de nouvelles réglementations. On verra aussi quelles sont les conséquences de l'incendie mortel de Crans-Montana en Suisse sur la France, sur les dispositifs qui existent en France. Et puis à 12h30, on parlera de l'intelligence artificielle. Merci à François Coq, Lucas Planavergne et Andrea Cotarac et Marine Cazard. À très vite, évidemment, sur Sud Radio. Vous restez avec nous, donc, puisque vous le voyez, le menu est copieux. Tout de suite, le journal. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.